Bonjour et bienvenue au podcast des pionnières de l'investissement. Dans ce podcast, vous retrouvez Amani et Aline et leurs superbes invités. Une petite présentation s'impose des pionnières. Amani est une investisseuse entrepreneuse en immobilier, aussi enseignante universitaire et une maman extraordinaire. Eh oui, c'est ma maman. Aline est la copine de ma maman et elle est connue sur les réseaux par la DAF des entrepreneurs et des investisseurs. C'est une investisseuse aguerrie qui a fait toutes les boulettes. Assoiffée d'informations, elle apprend tous les jours et elle est maman aussi. De Léna, dernière présentation, Maya. Eh ben, c'est moi, le son que vous entendez en fait. Je suis la junior Amani. Bon, je vous laisse avec les stars du jour. Bonne écoute. Bienvenue dans un nouvel épisode des Pionnières de l'investissement. C'est un nouvel épisode qu'on enregistre avec grand plaisir un mardi matin avec Joris et Aline. Bien sûr, comme vous avez l'habitude de voir avec les pionnières, parfois on fait des épisodes seuls, parfois on a des invités hors normes qu'on rencontre pendant les séminaires, les événements et qu'on apprécie le parcours et surtout l'alignement de valeurs par rapport à nous, le côté vrai, parce que j'ai vu hier les stories de Joris qui a partagé la story de vendeur de liberté, aussi vendeur de vérité et aussi ce que tu partageais en story, et tu as tout à fait raison, hein, une petite parenthèse qu'on ouvre. Nous, ce qu'on partage, c'est vraiment le côté réalité de la chose, hein. On a voulu enregistrer pour après démarrer dans une journée pleine de challenges, et on est loin de siroter un cocktail et de recevoir le cash flow sur une plage paradisiaque. Mais bon, on se fait plaisir quand même, hein, mais en tout cas, c'est pas notre quotidien tous les jours. Et c'est parmi nos valeurs, de toute manière, les pionnières, moi et Aline, dans ce volet-là, ce qu'on veut partager vraiment le quotidien de deux mamans entrepreneuses, investisseuses, et qui veulent partager ce côté backstage de l'investissement, et qui est topissime, hein. On apprend tous les jours, il y a des challenges tous les jours, et c'est ce volet qu'on veut vous partager, le côté vrai de la chose. Et on a voulu interviewer Joris avec nous, parce que vous allez voir, il a pas mal de choses à dire, à se dire là-dessus. D'ailleurs, est-ce que tu as une parenthèse à ouvrir dans ce sens, Joris? N'hésite pas. Merci pour m'ouvrir toutes les deux. Merci pour l'invitation. Et je vais rebondir sur ce que tu disais. C'est vrai que en plus, ça match avec les stories d'hier. Quand on s'est rencontrés, on a rapidement matché dans le sens où on a la même vision sur l'investissement immobilier en général. Et je pense aussi que c'est parce qu'on fait ça depuis un moment. Si on avait fait ça depuis un an, on le voit avec les personnes qui viennent de démarrer, on n'a pas forcément la même vision parce qu'on n'a pas le même accès à l'information. Quand on a démarré il y a plusieurs années, il fallait aller chercher l'information, aller la creuser. Aujourd'hui, on n'a rien à faire, elle nous vient, et il y en a aussi bien de la vraie que de la fausse. Et c'est là où on essaie d'avertir aussi bien vous que moi, que d'autres personnes qui ont la même vision que nous, le même alignement, d'avertir les personnes, attention, c'est bien de se former, c'est bien de se faire accompagner, mais comme pour un investissement immobilier, creuser ce qu'il y a derrière la personne, creuser la légitimité, l'expérience, et toute information, prenez-la, mais allez toujours la vérifier. Et parce que aujourd'hui, comme je le disais, il vaut mieux ne pas avoir de conseil qu'avoir un faux conseil, parce qu'un faux conseil qu'on ne va pas aller creuser, on risque de faire derrière des prises de décision et des erreurs qui coûteraient quand même assez cher. Et voilà, comme tu disais, on se rejoint beaucoup là-dessus sur avertir, anticiper, prévenir les personnes que oui, l'investissement immobilier, c'est top, sinon ça ferait longtemps qu'on aurait arrêté, je pense. C'est pas facile, sinon tout le monde le ferait là-dessus. Comme tu dis, on commence un podcast à 8 heures du matin, alors que finalement, on pourrait être en train de faire la grasse mat ou de profiter sur une plage, et parce qu'on va démarrer une grosse journée derrière, et c'est un peu notre quotidien. Et je pense que c'est devenu une passion aussi, le fait de faire de l'IMO. Petit à petit, c'est pas forcément notre domaine de compétences initialement, et on prend passion, on rencontre des gens qui ont les mêmes visions, les mêmes ambitions, et on avance petit à petit. Tout à fait d'accord avec toi, Joris. Faire très attention avec les fakes, et à tout âge, on apprend, et de vérifier l'information. Je pense que je partage ton avis à 100%, et de demander les chiffres des gens. Parce que tu as souvent une image lisse, et quand tu grattes un petit peu, c'est pas facile. Et même des fois, nous, avec de l'expérience, des fois, on a des mauvaises surprises, mais bon, on apprend tout le temps. Voilà, c'est ça. Et j'en discutais vérifier avec Salva Martin, du coup, hier, et on disait, en fait, c'est même comme un artisan à qui tu vas demander son assurance décennale. Mais là,
c'est pareil en fait. Hein. Lui, s'il a réellement, il va te la donner avec grand plaisir. S'il l'a pas, ben, il va essayer de passer à droite, à gauche. Et ben, pour les, entre guillemets, les formateurs ou les accompagnateurs, ça doit être pareil hein, en termes d'immobilier. On n'a aucun souci à être transparent quand il y a quelque chose réellement derrière. Et puis pour revenir sur l'attestation d'assurance, ce qu'il faut aussi vérifier, c'est que la personne est bien à jour de ses cotisations. Ouais. Et aussi demander l'attestation de vigilance, parce qu'il faut savoir que c'est toi, en tant que sous-traitant, tu es responsable de ton fournisseur. Et s'il n'a pas payé ses cotisations, c'est toi qui es responsable. Donc il y a aussi ça. Tu vérifies qu'il paye bien ses cotisations et tu demandes une attestation de vigilance. Ça aussi, c'est important. Ça montre la bonne santé financière de l'entreprise. Ouais, ça fait. Et tu regardes aussi le bilan, l'antériorité, tu essayes de… Mais c'est pas facile, hein. Mon dernier chantier, j'arrivais pas à avoir l'attestation. Enfin, j'ai galéré, j'y suis arrivée. Mais bon, on apprend tout le temps. C'est ça, on apprend toujours. Bon, ben, Joris, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé rapide de ton parcours? Sachant que Joris, il a été interviewé dans pas mal de podcasts. Nous, ce qu'on va mettre en place, hein, on mettra en bas de cette vidéo tous les liens des podcasts où Joris il a été interviewé. Vous allez voir tout son parcours, sa présentation plus en détail. Si tu peux nous la résumer, et je vous invite d'aller voir les liens en bas de cette vidéo pour encore connaître Joris, car on va étaler d'autres points par la suite dans ce podcast. D'accord. Mais comme tu le disais, on a opté pour se dire aujourd'hui, les présentations, on a déjà fait très détaillé sur d'autres podcasts, autant en profiter pour aller toucher des sujets un peu plus d'actualité et qui puissent aller amener plus de valeur. Donc, pour me représenter rapidement, donc Joris Crouzil, j'ai 33 ans aujourd'hui. À la base, donc maintenant, je suis investisseur immobilier sur beaucoup de types d'investissements, marchand de biens, coach également. Et à la base, ben, comme on le disait, je n'étais pas du tout prédestiné à faire de l'immobilier. Je suis ingénieur chimiste, diplômé en 2012, toulousain. Et rapidement, je suis allé travailler à l'étranger en expatriation sur des projets pétroliers internationaux. Je m'occupais de toute la gestion financière, gestion stratégique des projets pétroliers. Et en 2016, je suis tombé sur l'investissement immobilier. En rentrant d'expatriation, de mon côté, j'ai eu la chance parce que mes parents, surtout mon père, avaient déjà démarré de l'investissement immobilier il y a dizaines, quinzaine d'années. Et donc, naturellement, en discutant, on s'est dit, tiens, on ferait peut-être un achat ensemble, 1, 2, 3. On a démarré comme ça, sur des stratégies, j'y détaillerai un peu plus tard, à l'ancienne, j'ai envie de dire, mais qui avaient le coup d'être aujourd'hui réalisées, de tourner depuis maintenant 7 ans. Et petit à petit, je me suis pris au jeu de l'investissement immobilier. Je suis reparti en expatriation. Et j'ai une deuxième phase en 2019 où je me suis dit, OK, c'est cool, ça fonctionne. Il faut que je continue. Donc, à partir de 2019, là, on a enchaîné beaucoup de projets immobiliers pendant 2019 à 2022. Et en 2022, tous ces investissements-là m'ont permis de pouvoir quitter mon salariat, mon activité principale, pour ensuite me consacrer plutôt à ce qui était devenu une passion, qui est les investissements immobiliers et la transmission de savoir, formation, coaching pour des personnes qui souhaitent se lancer et démarrer. Donc aujourd'hui, pour résumer un petit peu les investissements, je suis au 13e projet qui va se terminer fin juin, qui va être réalisé fin juin, 13e projet IMO, le 40e bien immobilier du coup, et à peu près voilà pour tout type d'investissement, contrairement un peu à ce qui va se voir sur les réseaux sociaux, où des personnes sont uniquement location courte durée ou uniquement locaux commerciaux, etc. En fait, j'ai plutôt une vision globale, une vision de diversification. C'est pour ça que j'ai aussi bien fait des appartements, la location nue, la location meublée, des immeubles, des locaux commerciaux, des maisons, de l'achat-revente. Je fais aussi bien un peu de location courte durée, un peu de colocation. Voilà. L'idée, c'est que je fonctionne beaucoup à l'opportunité et au prix d'acquisition. Et c'est pour ça que ça m'a amené sur tout type de projet et au final apprendre à chaque fois, parce que chaque projet est un peu particulier, d'apprendre et de pouvoir avoir cette expérience et cette vision globale de l'immobilier.
Top, 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 Joris et je te rejoins, carrément dans ce côté, diversification et ce côté opportunité, c'est que tu adaptes selon le prix d'achat, selon le secteur, par rapport à la stratégie, d'exploitation et comment tu peux, aller au mieux par rapport à ce projet et en effet, hein, surtout en marchand de biens, c'est que chaque projet, c'est une formation à part entière, Mmh. c'est beaucoup, beaucoup d'apprentissage, et il y a rien d'unique, en fait. C'est que tu apprends toujours, c'est tellement différent. C'est topissime. Un très beau parcours. Je te félicite. Merci, merci beaucoup. Et c'est vrai, comme tu le dis, en fait, on s'adapte, on va rechercher des projets, on définit un petit peu le projet au départ. On trouve des produits, en fait, je sépare le projet, le produit. Le projet, c'est l'enveloppe que tu as autour et le produit, c'est le bien que tu trouves. Et au final, des fois, le produit va pas forcément correspondre à ce que tu cherchais au départ, mais tu te dis, tiens, il est quand même intéressant parce que l'achat est au bon prix ou en dessous du marché. Comment je pourrais l'intégrer à mon projet global sans que ça m'impacte sur les prochains investissements. Donc voilà, comme tu vois, on s'adapte un petit peu au fur et à mesure. Et c'est la force, je pense, de tout investisseur parce que notamment, on en parlera un peu plus tard, mais entre 2016 et 2020, où on pouvait acheter facilement, être un peu les portes ouvertes pour la partie financement, aujourd'hui, on est de plus en plus bloqué. C'est pareil, en fait. On s'adapte et on investit différemment avec pas forcément les mêmes priorités tout de suite. Et dans 2-3 ans, ça rechangera à nouveau et on se Mmh. réadaptera à nouveau. C'est pour ça que aujourd'hui, pour terminer la présentation, aujourd'hui, j'ai deux, on va dire, missions principales. La première, c'est de faire prendre conscience à un maximum de personnes que l'investissement immobilier, ils doivent s'y mettre. Même si c'est acheter leur résidence principale, pour moi, c'est quand même un investissement immobilier plutôt de rien faire, en fait, et pas forcément céder, on va dire, à la tentation des réseaux sociaux d'aller devenir rentier, millionnaire dans l'immobilier, mais même des gens qui adorent leur métier, qui font un métier passion, de quand même investir parce que ils se remercieront dans 10 ans, dans 15 ans. Leurs enfants les remercieront aussi. C'est ma première mission de pouvoir amener ce côté, faites de l'immobilier, achetez, prenez conscience que c'est important pour vous et pour vos futures générations. Et le deuxième, c'est ce qu'on disait au tout début, le sujet de rétablir la vérité, dans le sens où aujourd'hui, on a accès facilement à de l'information, à tout type d'information, mais voilà, prenez conscience que il faut aller creuser. Et aujourd'hui, quand je donne une information, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les coachings, je sais qu'elle a déjà été vérifiée 1, 2, voire 3 fois. Et si j'ai un doute, je vais le dire. Je vais dire, OK, je pense que ça peut être comme ça, mais je suis pas sûr à 100%. Et j'irai le vérifier. C'est comme ça qu'on s'est, je pense, tous formés, hein. On avait des idées. On n'est pas sûr que ça soit la bonne règle fiscale, la bonne réponse. Mais on va aller se renseigner parce on est curieux. Ouais, tu as tout à fait raison et ce qui est pas facile pour, les jeunes investisseurs, ceux qui démarrent, c'est que, pour eux, la règle de base, c'est l'autofinancement. C'est une anomalie de marché. Jusqu'à maintenant, les taux étaient tellement bas qu'automatiquement, tu faisais du cash flow. Mais moi qui suis la plus ancienne de vous 3, j'ai pas connu ça. Moi, j'ai connu avec des efforts d'épargne, avec, notre RP, on avait signé à 5 ou 6 tu vois? Et après les taux ont baissé, donc on a renégocié, on s'est adapté. Donc les gens disent, c'est ce qui les bloque un petit peu, c'est: «Ah non, non, je vais attendre que ça baisse», mais je pense pas que ça va baisser. À mon avis, ça va plutôt enfin, faut être on n'est pas madame Irma pour savoir comment ce que vont devenir les taux, mais ce qui est super important, c'est de passer, le plus rapidement possible à l'action, tu vois? Ouais. C'est sur le long terme, après tu te remercies. Mais C'est ça. c'est sûr qu'ils sont un petit peu perdus parce qu'ils ont des infos, on te parle que cash flow, cash flow, cash flow, mais heu, il y a comment dire? Quelque chose qui est super important, c'est le remboursement de ton capital. C'est là où tu t'enrichis le plus, C'est ta ça. mensualité. Mais ça, faut C'est le arriver, plus mais les gens vont y arriver. Tu es là pour ça. et c'est Tu vas leur montrer. non, mais surtout, c'est le côté le plus passif de, entre guillemets, le côté remboursement de capital, Ouais, que voilà, c'est quelque chose qu'on ne voit pas directement sur son compte bancaire, donc on prend pas conscience qu'il ouais, existe. Moi, je m'en suis rendu compte, mais c'est pour ça que j'ai eu 2 phases, 2016-2018 et après 2018 où je me suis rendu compte, je dis: «Ah ouais, en fait, en 2 ans», nous on empruntait sur 15 ans, hein, les premiers, hein, stratégie à l'ancienne. mmh, Et en fait, on a vu ce que ça avait remboursé, on dit: «Ah ouais, en fait, même si on fait 0 sur le compte bancaire à la fin de l'année, on gagne de l'argent, en fait. Techniquement, on s'enrichit, on s'enrichit».
Il faut se dire tant mieux, c'est pas sur le compte bancaire avec l'inflation, au moins il est dans la pierre qui prend de la valeur. Et j'ai pas de risque de l'utiliser. Et c'est le côté de l'iceberg caché et aussi le côté dans le mindset, c'est que vraiment moi quand j'ai mis en place pareil, hein, c'était un peu waouh, l'effet de capitalisation, de rembourser tous les mois, c'est impressionnant le levier de richesse, plus la plus-value. Alors là, c'est un peu les choses qu'on ne voit pas forcément sur le compte bancaire. Par contre, c'est ce qui nous sécurise au plus et c'est ce qui nous amène encore plus vers la richesse immobilière, quoi. Hem, Impressionnant, Joris. Très bien, merci pour cette, présentation. J'imagine entre, avant 2019 et après 2019, bah, en fait, il y a eu 2 phases d'investissement, qui sont différentes, par rapport à toi, que ce soit en famille et aussi après d'accélérer, de 2019 à 2022, c'est de faire vraiment avec, en accélération en investissant en immobilier, ce qui t'a permis de se séparer de ton job. J'imagine dans ces 2 phases, tu as fait des erreurs. Ouais. C'est normal et Et je pense comme nous tous, hein. Nous tous, on en fait tous. que Comme nous tous. j'en ferai encore et C'est ça. et je me dis: «Je préfère faire des petites erreurs que, de pas avoir fait les projets, de pas avoir réalisé, les projets» et je vais les faire un peu, étape par étape, en fait, parce que ça a été des erreurs différentes en fonction des projets. Comme je disais, on a réalisé, là, je suis sur le 13e projet. Chaque projet a eu son lot d'erreurs, mais ce qui est important, c'est de ne pas la reproduire, de la comprendre et de l'améliorer. Dans tous mes alors moi j'étais donc ingénieur chimiste, je fais la gestion de projet, je formais des personnes aussi à faire la gestion de projet et je leur expliquais que, c'est normal au début on n'a pas toutes les connaissances, toute l'expérience, mais le but c'est que dans 1 an, tout ce que tu faisais avant, tu sais déjà le faire et tu sais faire encore plus parce que si tu restes un peu dans ce côté routine de faire tout le temps la même chose, que ça soit en salariat ou au final en entrepreneuriat, en immobilier, c'est pareil. Si tu évolues pas, pour moi, il y a aucun intérêt de continuer dans le même secteur, dans le même domaine. Et les erreurs, la toute première, qui est forcément une erreur qui nous coûte un peu d'argent et qui continue de nous coûter de l'argent, c'est la stratégie. La stratégie, parce que les premiers, on a fait, comme mon père investissait, moi j'arrive dans l'immobilier, la première chose que j'ai faite quand on a dit avec mon père, on va acheter ensemble, j'ai dit OK, j'ai acheté un livre sur les SCI, je l'ai lu, je l'ai encore, c'est le tout premier livre que j'ai lu sur l'immobilier. Je crois que je l'ai lu 3 fois avant de comprendre de quoi ça parlait. Et je l'ai acheté, je l'ai lu. Pourquoi? Uniquement pour être en mesure de pouvoir discuter avec la notaire qui allait rédiger nos statuts de SCI. Et d'ailleurs, je le relise pour maintenant mieux le comprendre. Et en fait, à ce moment-là, la stratégie d'investissement de mes parents, c'était on achète de l'immobilier, on fait des emprunts les plus courts possibles parce qu'il faut qu'on rembourse le plus rapidement possible. En plus, ça a limité un peu le taux qui, comme tu disais, Aline, à l'époque, moi je crois que j'ai vu à plus de 8%, 9% sur les emprunts de mes parents quand je regardais un petit peu les tableaux d'amortissement. Donc, emprunt court, les travaux, c'est galère, donc autant pas en faire. On loue en nu parce que le meublé, il y a de la rotation, etc. Donc, en fait, on a acheté les 2 premiers biens. Donc, le premier, c'était un appartement, le deuxième, c'était un petit immeuble. On a fait location nue, donc un SCI à l'IR, donc location nue, emprunt sur 15 ans, pas de travaux, pas de différé. Et donc, on est parti sur ça. Du coup, on a, sur ces projets-là, on a 12% à peu près de rendement brut. Mais à la fin, on dégage 0 € parce que, du coup, tous les mois, on a quasiment autant de loyer que de mensualité, plus les charges de copro. Et à la fin de l'année, en fait, on fait 0. Et à la fin de l'année, il y a l'État qui nous dit, au fait, tu n'as pas de trésorerie, mais tu me dois 1 000 € d'impôts. Et là, je me suis dit, attends, il y a un souci quelque part. Et donc, voilà, la première erreur, ça a été la partie stratégie. Donc, le projet, en fait, les produits étaient bons, mais c'est le projet, c'est la coque qui allait autour qui n'était pas adaptée, en fait. Et donc, la partie fiscalité. Donc, ce qu'on a changé rapidement, c'est qu'on s'est dit, OK, en 2018-2019, c'est là où je me suis énormément formé. J'ai fait 1 an en 2018 de formation, on va dire, extrême, vidéos gratuites, vidéos YouTube, des livres, le BOFIP, hein, voilà, un peu tout élément qui me permettait de comprendre l'investissement immobilier tel qu'on le voit aujourd'hui. Donc, ce qu'on a changé, c'est qu'on a dit, OK, on va louer plutôt en location meublée pour bénéficier de l'amortissement ou faire une SCI à l'IS qui elle-même bénéficie de l'amortissement même en location nue.
on va plutôt emprunter sur du 25 ans, sur du long terme pour réduire la mensualité, pour nous permettre déjà d'avoir un peu de trésorerie quand même qui se cumule et si jamais il y a un coup de peinture à mettre dans 6 mois, dans un an, d'avoir quand même cette trésorerie. De faire un peu de travaux parce que comme la location de meublé, l'amortissement, ça nous permet pendant plusieurs années, même avec des rendements assez élevés, de ne pas avoir de bénéfices imposables, donc de ne pas payer d'impôts pendant plusieurs années. Et les travaux nous ont permis aussi de pouvoir négocier avec la banque des différés d'emprunt qui, comme la durée un peu plus longue, nous a permis sur les premières années de pouvoir cumuler de la trésorerie et d'utiliser cette trésorerie pour aller plus vite sur les projets ensuite, ou si la banque nous demande aujourd'hui un peu plus d'apport, on peut le faire et on peut aller plus vite sur les projets d'après. Donc, vraiment, première erreur qui a été rectifiée assez rapidement, ça a été la partie stratégie et fiscalité. Ensuite, deuxième, ça a été, et ça l'est toujours un petit peu, l'estimation de travaux. L'estimation de travaux, je suis pas expert, je pense qu'il y a peu de monde réellement expert là-dessus. Et en fait, estimation et préparation des travaux, parce qu'au final, les deux, donc, nouvelle phase, 2019, on achète un lot de 2 studios entièrement squattés, entièrement rénovés. Bon, après, c'est les petites surfaces. On a un premier devis à 9 000 euros. Très bien, on part et on a fini à 14 000 euros. Bon, c'est un surplus, on va dire, de uniquement 5 000 euros. Mais en fait, c'est un surplus surtout de 50% par rapport à ce qui était prévu. Exactement. Normalement, on prend 10% de plus. Hein. Enfin, Voilà. on essaye. Donc là, voilà, on a bien pris. Et là, c'était en 2019. Si c'est en c'était ce en moment, 2019, c'est pas maintenant, hein, après Covid. Hein. Exactement. Là, c'était 2019. Alors, sur le coup, comme je disais, heureusement qu'on avait un peu de trésorerie de côté qui nous a permis de faire quand même, de réaliser ce projet. On n'aurait pas eu d'argent de côté, on aurait peut-être été bloqué sur ce projet-là. Et donc, rapidement, on s'est dit, OK, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Première, c'est qu'on a mal préparé les travaux. En fait, ce qui a été le surcoût, c'est juste que l'artisan, il nous a dit, ah ouais, mais au fait, vous n'avez pas mis de prise pour le micro-ondes, ça pourrait être intéressant. Ah ben oui, on va rajouter une prise, on va rajouter ça, etc. Donc, c'est juste de notre fait de vouloir rajouter plein de petits éléments qu'on n'avait pas pensé au départ, parce que c'est la première fois qu'on réalisait des travaux complets. Et l'artisan en a bien profité aussi, parce qu'une fois qu'il a le chantier, la prise, pendant son devis initial, il va te la facturer 50 euros. Pendant une fois qu'il a le chantier, que c'est en fin de chantier, il va te la facturer 100 euros, parce que il sait que de toute façon, c'est lui qui va le faire. Donc, voilà. Du coup, on a eu ça, et c'est une erreur qu'on a réussi à réduire sur les projets d'après, mais qu'on a, comme tu disais, Aline, régulièrement. On prévoit toujours une petite marge, parce que déjà, on est sur de la rénovation. Donc, tant qu'on n'a pas tout mis à nu, tout démoli, on aura toujours des petites découvertes. Surprise. Même ensuite, comme tu le dis, en ce moment, les matériaux, d'un mois à l'autre, les prix peuvent varier. Et donc, voilà, on a toujours ces petites variations qui font que on a un budget au départ, on prévoit un petit peu large au départ, et on sait que de toute façon, nous, notre objectif, c'est que on reste plus ou moins dans ce budget-là, mais surtout que les travaux soient réalisés dans un temps imparti, puisqu'au final, derrière, on pourra louer plus rapidement que si on essayait de négocier et de perdre un mois de travaux derrière. Donc, on a eu cette partie-là, nous a coûté un petit peu quelques milliers d'euros au début, et qui, voilà, dans les projets d'après, on a réussi à bloquer. Et sur les travaux, on a eu du coup l'effet contraire sur l'immeuble juste après, où on avait un immeuble avec 2 appartements, un T2, un T3, propre. On va dire propre, louable. C'était une famille qui habitait là avant. Propre, louable. Et en fait, on s'est pris par le temps, puisqu'on achetait en août, et on devait louer en septembre pour les étudiants. On avait la fac juste à côté. Donc, on a juste, nous, repeint un peu les meubles de la cuisine. On a poncé, repeint les façades de la cuisine, mis un coup de peinture global dans un des 2 appartements, et mis en location rapidement. Même si on voulait maintenant, dans nos standards qu'on a aujourd'hui, refaire peut-être les sols, refaire une salle de bain un peu mieux, on l'a pas fait tout de suite parce qu'on voulait louer rapidement. Et aujourd'hui, l'inconvénient, la conséquence qu'on a, c'est que faire des travaux maintenant, c'est bien, mais en fait, on a le même problème, c'est que les élèves, les étudiants
vont partir en juin, juillet, et les nouveaux vont arriver en août. Donc, les artisans sont pas là pendant l'été. Donc, au final, ça fait aujourd'hui 4 ans qu'on a les biens et on n'a toujours pas refait les travaux des salles d'eau à l'intérieur. Donc, on met un peu plus de mal à le louer. On est un peu moins fiers de ces appartements-là aussi, peut-être, puisqu'ils n'ont pas le standing qu'on a sur les nouveaux. Mais bon, du coup, c'était un peu ça. C'est en réflexion, en retour d'expérience, on aurait fait peut-être tous les travaux dès le début. Au moins, c'est fait et ça nous enlève la charge mentale pour les prochaines rotations, les prochains changements de locataires. Et tu as Amani qui peut peut-être t'aider parce que tu sais que maintenant, elle a une société de travaux. Et comme vous êtes sur Toulouse tous les deux, elle peut peut-être arriver à trouver un J'ai fait créneau. ça, non, je suis intéressé. En fait, tu sais, avec grand plaisir. Par contre, nous, en ce moment, on est une petite équipe de 5 salariés et on fait nos projets, les projets des projets clés en main et aussi le marchand de biens. Ce qui fait avec grand plaisir, mais on est en pleine, étude de structuration et d'évolution et oui, oui, c'est vrai que, quand c'est en interne et quand on gère nos propres projets, on a un peu l'acheminement, on sait très bien tac, 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 en fait, c'est que, il y a plus, on est plus serein par rapport à ce volet travaux. Bien sûr, hein, dans tout ce qui est rénovation partielle, hein, électricité, plomberie, salle de bain, cuisine, là, le dernier, par exemple, appartement qu'on a fait, pour le marchand de biens, on l'a fait en 3 semaines, décoration comprise, hein. Tac, 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 c'est fait et c'est vrai que c'est Tu maîtrises tout le panel et c'est vrai que quand tu as ça, en fait, c'est comme, il te reste plus qu'à maîtriser le côté, ah ben si, au final, tu le fais aussi, le côté bancaire. Mais On en fait fait, ça aussi avec la levée de en en fait, fait, tu c'est qu'avec les levées de fonds aujourd'hui, pour le marchand aujourd'hui, on fait pas appel aux banques. En fait, c'est les 2 volets où, tu n'es pas à la base, tu n'es pas décisionnaire, c'est la partie financement et la partie travaux. Et du coup, au fur et à mesure, comme tu dis, tu évolues. Si tu as vocation à devenir professionnel de l'immobilier, autant arriver à maîtriser ces 2 volets-là. Au moins, ton projet, au moment où tu fais ton offre, tu sais déjà ce que ça va donner. Tu sais déjà estimer ton planning travaux, ton coût de travaux et ton coût de financement, également. Après le coût travaux, hein, même si on est dans le milieu, ça reste quand même, c'est pas évident, hein. Je vous partage, pas forcément les travaux, mais l'ameublement. Moi, j'ai un fichier que j'ai mis en place de liste d'ameublement avec les liens et tout ça qu'on donne dans la formation et celui-là, je l'imprime même moi, à chaque fois pour aller, meubler un appartement et dernièrement, on a fini un projet clé en main et je suis partie avec les anciens prix de l'époque, il y a des années en arrière, tu vois? Et j'ai eu une claque, hein, c'est fou, hein, que IKEA entre des minimum 30, il y a des petits articles qu'ils ont, pris fois 2. Ouais. C'est impressionnant en fait l'inflation qu'il y a eu, et bien sûr ça impacte, tous les coûts et parfois quand on est aussi dedans, c'est que, on peut être surpris même si on est dans les travaux. Comme tu dis, quand on a acheté le bien, si c'est pas démoli et tout ça, en fait, on sait pas ce qu'on va avoir. Même si on a déjà fait un devis travaux, on peut, s'attendre à plus, mais on essaye quand même de ne pas aller, plus loin par rapport à la fourchette qu'on a mis en place pour au moins rester dans les chiffres de départ du projet. Ouais, mais complètement. Et au moins, tu rassures à ce côté budget. Mais comme tu l'as dit, ouais, on a vu nous aussi les évolutions de prix sur la partie ameublement. C'est là où on le voit le plus facilement parce que on a nos listes de meubles et on prend un peu les mêmes standards pour aller plus vite. Ouais, et même moi, l'année dernière, j'ai rénové un appartement sur région parisienne. Entre le tout début, on avait prévu avec l'archi, tous les meubles, etc. Et 6 mois après la fin des travaux, soit ils étaient plus disponibles, parce que les stocks plus compliqués, soit je me suis dit, attends, c'était pas le même, il y avait une promo, c'était pas le même qu'on avait mis le prix il y a 6 mois. Et non, non, ouais, ça change pas mal. Ça a pris une claque. Après, ça reste aussi dans les prévisions, hein. Il faut pas que ça nous refroidisse ou nous freine pour quand même passer à l'action. Il faut savoir, ça reste aussi, c'est un package, pas c'est dans le package, on prend et on prévoit ça aussi et d'où le fait quand on se lance, c'est bien d'avoir, déjà étudié, enfin mis en place notre éducation financière, mis en place de l'argent de côté pour pouvoir, subvenir et qu'on n'arrête pas un projet, à cause de 1 000 € ou 2 000 € pour, engager en plus dans l'ameublement. Et puis Exactement.
comptablement, 1 000 € sur la totalité d'un investissement global, c'est minime. Donc, faut pas se bloquer à ça, faut le prévoir. Faut, Exactement. quitte Moi, à je fais demander toujours, plus à la banque. c'est exactement. Et moi, je fais toujours Ouais. le ratio. J'en suis venu à ça sur la partie de travaux où des fois, tu arrives en plein milieu d'un projet, tu te dis mince, j'ai un surcoût, etc. Mmh mh. Et en fait, je compare toujours, comme tu dis, par rapport à la globalité du projet, mais aussi me dire tout le temps que je passe à réfléchir, à essayer de trouver une solution pour réduire, je vais peut-être réduire de 1 000 € par exemple, mais si je loue mon appartement, là c'était en plus sur des immeubles, si je loue 3 000 € l'immeuble par mois, ben en fait 1 000 € ça représente 10 jours de location. Donc en fait, en 10 jours, si j'arrive pas à prendre une décision rapidement, en 10 jours, je les ai perdus, ces 10 jours ces 1 000 € de Mmh mh. potentielle location. Donc je réfléchissais aussi beaucoup comme ça en me disant, il vaut mieux prendre une décision rapidement et que je puisse mettre en location du coup rapidement et récupérer les loyers que pendant 2 semaines, 3 semaines, essayer de trouver une solution pour gagner, comme tu dis, 1 000 € qui, comptablement déjà, bon, va s'amortir et, Ouais. et en plus, va me faire perdre peut-être des loyers ou même une phase, hein. On parlait des étudiants, les étudiants, on sait qu'à partir de fin septembre, ça devient plus compliqué. 15 septembre, fin septembre, plus compliqué. Donc, faut pas rater des fenêtres Ouais. de location. Après, pour apporter un côté nuancé, je comprends parfaitement si vous démarrez dans l'immobilier que 1 000 € ou 2 000 €, ça peut paraître beaucoup pour vous. On est passé par toutes ces phases pour Mmh. arriver, hein. Il faut juste, se dire que quand on passe dans cette phase d'investissement immobilier, même avec une résidence principale, avec un petit bien, dans la résidence principale à louer ou bien un seul appartement, il faut se dire qu'on va changer de veste et vous êtes entrepreneur quand même et c'est le mindset qui va jouer aussi dans ce sens-là. C'est que vraiment de le voir différemment et ne vous inquiétez pas, vous allez petit à petit travailler ces croyances que vous avez aujourd'hui, qu'on les a eues aussi, au fur et à mesure avec l'expérience, hein. Ouais, c'est ça en fait. On a une vision qui évolue au fur et à mesure de nos investissements et au tout début, on se prend la tête, on creuse un peu sur des petits sujets. Au fur et à mesure, comme on est diversifié, on se dit c'est pas grave si on dépense 1 000 € de plus sur ce projet-là parce qu'on a déjà d'autres projets qui tournent autour. Mais comme tu le dis, pour des personnes qui démarrent, très important, c'est pour ça la préparation. Au final, tu vois, moi vraiment le retour d'expérience que j'ai sur les travaux, aujourd'hui, c'est vraiment tout préparer. Je préfère perdre une semaine à ce moment-là de préparation encore plus complète pour me dire aussi bien pour moi, déjà, ce sera plus clair. Je sais quel matériau j'ai acheté, quel carrelage, quel parquet, etc., quel meuble de salle de bain. Et également pour les artisans parce qu'ils savent où ils vont. Ils ont un peu la vision complète. Et ça évite de dire ah ouais, mais ça, je ne savais pas si vous vouliez une prise là ou là, donc je l'ai mise au milieu. Ok. Et il faut refaire derrière. Et c'est vraiment ça le retour d'expérience de travaux que j'ai sur la préparation. Et, et du coup, sur ces projets-là, alors c'est pas forcément une erreur qu'on a continué sur la phase, du coup 2019, 2022, mais c'est plus une prise de conscience où de notre côté, on avait vocation à enchaîner un peu les investissements immobiliers puisque moi, je m'étais donné en 2019, j'ai arrêté l'expatriation. Je me dis: «Je reste en France pour pouvoir être en mesure de pouvoir investir et d'avoir le temps de faire des visites, de gérer des projets et cetera». Et à ce moment-là, je me suis dit: «C'est bien, tu te mets 2-3 ans, tu investis un peu en masse, on va dire et dans 2-3 ans, tu vois ce qu'il en est». Parce que tu quittes ton boulot, tu pars voyager, tu continues, ton boulot, tu repars en expat et cetera. Et du coup, pendant cette phase-là, en fait, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas forcément la main sur tout, que des fois, il fallait un peu laisser aller le projet et les temps de latence. C'est-à-dire que, en fait, vous allez voir dans un projet immobilier, vous allez être pressé par l'agent immobilier, vous allez être pressé par le notaire, vous allez être pressé par les artisans, par un petit peu tout le monde, toutes les parties prenantes du projet. Dites-vous que si c'est bien préparé, si vous êtes en ligne avec ce que vous avez estimé, ce que vous avez prévu, le projet va se faire. Et c'est vrai qu'au début, on aimerait que tout se passe très rapidement. Et au final, on se rend compte qu'un projet IMO, déjà entre la phase de recherche et de signature de compromis, en général, vous allez avoir 3-4 mois minimum. Et ensuite, entre la phase de compromis et la signature définitive, vous avez 3 mois minimum, voire 4 mois de plus les travaux externes. Donc, en fait, un projet IMO de la phase recherche à la mise en location,
on est presque sur 9 mois à 1 an en fonction des travaux qu'on veut faire. Et donc, du coup, profiter de ces temps morts, qu'on va avoir des temps morts, hein, parce que pendant que le notaire rédige le compromis, j'ai rien à faire. Pendant que la banque, elle a monté les dossiers, moi, j'ai déposé mes dossiers dans plusieurs banques. Tant qu'elle monte le dossier, qu'elle a les validations, j'ai 1 mois et demi où j'ai rien à faire. Et du coup, de profiter de tous ces temps morts pour, si c'est notre ambition, notre vocation, d'aller chercher d'autres projets immobiliers, de pas se dire, je fais un par un. Au tout début, oui, c'est intéressant d'avoir un premier projet immobilier qui va jusqu'au bout parce qu'on voit l'entièreté du projet. Mais quand vous passez dans cette phase d'accélération, j'ai envie de dire, ne vous limitez pas à un seul projet en même temps si vous en avez la capacité. Et c'est là vient l'importance de la partie gestion de projet, d'arriver à être en mesure de gérer un peu plusieurs projets en même temps et se dire, c'est pas grave, il vaut mieux que le projet 1, je le fasse en 10 mois et je fasse un deuxième projet en parallèle, plutôt que je le fasse en 8 mois et que le deuxième projet, je le lance qu'à la fin des 8 mois. Ouais, tu as raison, notamment l'importance de la stratégie, de savoir où tu es et où tu veux aller, de la déterminer en amont. C'est ce que tu dois leur proposer aux personnes que tu accompagnes. La C'est stratégie. la, Voilà, c'est la base. c'est la toute première session qu'on fait en individuel. On fait 1h30, 2 heures où on fait ça en fait. Parce que, comme je disais, il y a le produit, le projet. Et le produit, n'importe quel produit, acheté au bon prix, il est intéressant. Même un appartement hyper bien placé dans Paris, il va être intéressant. Comme tu disais au tout début, l'autofinancement, le cash flow, c'est des termes de réseaux sociaux. Mais les termes d'immobilier, c'est la valeur patrimoniale, c'est la pierre en fait, c'est l'immobilier. Et au final, tout produit acheté au bon prix va être intéressant, mais par contre, il va pas l'être pour tout le monde en fonction du projet de chaque personne. Et dans le projet, on va regarder la situation actuelle, quelle est la capacité d'endettement, capacité de financement, et les objectifs court terme, moyen et long terme. Est-ce que ton but, c'est de quitter ton boulot? Est-ce que ton but, c'est juste d'avoir un complément de revenu, préparer une retraite? Est-ce que, voilà, certains que j'accompagne, ils ont un métier qui est passion. Leur but, c'est pas forcément de devenir indépendant et libre financièrement grâce uniquement à l'immobilier, mais par contre de se dire, dans 5 ans, dans 10 ans, si j'ai envie de lever le pied, je peux, et mes investissements réalisés il y a 5 ans, 10 ans me le permettent. Donc, très important cette stratégie. Et comme tu dis, en plus, en parlant maintenant, ça me fait penser que ça te permet aussi d'être rassuré, de te dire, OK, je sais où je vais. Comme tu as dit, en fait, je l'ai écrit, je me suis dit, voilà, je fais ça, et ça me permet de me rassurer sur là où je vais. Ouais, Sachant d'avoir une que vision. Et oui, sachant qu'au fur et à mesure que vous allez passer à l'action, mais peut-être, l'objectif va être changé et aussi les chemins vont être, changés, hein. Vous allez peut-être tomber en panne, sur l'autoroute, il faut prendre le vélo pour aller prendre les petits chemins de montagne, mais apprécier quand même le parcours. On se donne quand même les moyens pour passer à l'action, d'avoir une vision, mais aussi d'être ouvert au fur et à mesure si l'objectif, il évolue et il change. Joris, est-ce que tu as d'autres erreurs à nous partager? J'en ai 2. Je rebondis Ouais. rapidement sur ton point de chemin. C'est top. En fait, comme tu dis, on a la stratégie qui est un peu notre guide et notre voie sur laquelle on veut aller. Mais en fait, vous verrez qu'après, on en revient au sujet du tout début de s'adapter. En fait, vous verrez qu'au fur et à mesure, vous allez vous adapter. Vous allez avoir des opportunités qui arrivent. Vous dites, ah, je peux pas la laisser passer. Bon, OK, comment je fais? Et des contraintes, hein, dire, ah mince, là, finalement, j'ai prévu ça, j'ai beaucoup plus de budget d'estimation de travaux, ça se loue pas comme j'avais prévu. Moi, j'en avais un, je me suis dit, je suis au pied de la fac, je vais le mettre en colocation. J'avais pas fait mes analyses très poussées en amont, et bim, je mets l'annonce, 0 demande de colocation. Et je dis, ah, bon, mais c'est pas grave, on loue en location classique, et 2 ans après, est arrivé réellement la colocation. Mais c'est pas grave, ça a juste décalé sur ce projet-là un peu la stratégie du projet. Pour les 2 autres, D'ailleurs, sur ce point, Joris, excuse-moi, c'est le fait aussi, c'est important quand on fait notre étude de marché, on le fait sur le cas pessimiste. Et tout ce qui vient après en stratégie de haut rendement, colocation, location courte durée, location meublée, c'est cerise sur le gâteau. Et notre bien, il faut qu'il soit bien loué en location nue par rapport, en tout cas, au retour locatif qu'on veut.
C'est, La stratégie, le plan A, le plan B, le plan C, tout le temps. La règle de base. si on n'a Ça pas de porte de sortie, compliqué. Ouais, ça, c'est le truc. Quand le Covid est arrivé, ceux qui s'étaient tout mis en LCD et qui avaient emprunté, Ouais, moi, ça, j'étais bien contente d'avoir mon plan A en LCD, hein, qui s'autofinançait, hein, tu vois? c'est ça. Après, objectivement, il y a eu aussi plusieurs solutions à côté, hein, c'est Ouais. que les gens, ils ont, renégocié un différé, les banques jouaient le jeu. C'est qu'en fait, même si, il faut se mettre juste, ce qu'on veut vous partager, aussi, c'est ce côté de s'adapter à la situation, de ne pas trop s'inquiéter et de se dire et d'avoir quand même, de l'épargne, d'avoir toujours un plan épargne pour chaque, un matelas de sécurité pour chaque logement. C'est important et d'ailleurs, c'est à ça que ça sert le différé ou c'est à quoi ça sert la gestion, de budget, en immobilier et comme ça, on est serein et désolée si on vous partage un peu ce côté, bon père de famille, bonne mère de famille, le côté sécuritaire, mais c'est vraiment c'est ce qu'on fait, c'est le quotidien, c'est ce qu'on veut vous partager. Peut-être Joris, tu as pas encore d'enfant, mais tu es l'enfant de tes parents et je pense que tu as suivi un peu le chemin aussi. Et c'est ça. Et puis, bon, en plus, en gestion de projets internationaux, je gérais les budgets alors, plutôt sur 3-4 milliards. Donc, c'est des visions un peu différentes. Mais le principe était le même. C'était que, mais toujours avoir cette bonne gestion de budget, c'est ce qui permet de durer dans le temps. En fait, c'est vraiment ce qui va faire la différence. On le voit en ce moment avec la nouvelle période. On voit ceux qui vont perdurer dans le temps et ceux qui vont arrêter parce que dès qu'ils vont avoir un souci à droite, à gauche, sur plusieurs biens parce qu'ils ont acheté 4 immeubles en 6 mois, c'est cool. Mais s'ils n'ont pas réussi à gérer la partie budget, s'il y a un souci sur l'immeuble 1, l'immeuble 2, l'immeuble 3, un peu en même temps, ça y est, demain ils sont obligés de vendre en express, donc moins cher. En plus, on n'est pas sur un marché aujourd'hui vraiment de revente facile. Et c'est là où, comme tu dis, ça peut s'arrêter. Ou ça peut créer des opportunités pour d'autres personnes. Et ça crée des opportunités. Et donc sur les 2 dernières erreurs, c'est des erreurs et plus des retours d'expérience sur la partie gestion. On a fait beaucoup sur la partie acquisition et ce qui est intéressant, j'aime bien partager la partie gestion parce que l'acquisition, ça dure 8-9 mois. La gestion, ça dure 8-9 ans. Donc c'est la partie un peu la plus importante. La première, c'est notamment sur les immeubles. J'ai donc beaucoup d'immeubles et à distance. J'ai au moins, là, je suis à 250 km, voire 500 km de mes immeubles. C'est la sécurisation. Aujourd'hui, j'ai investi dans des zones qui sont un peu populaires, qui sont donc risquées mais rentables, avec plus de rendement que du location classique. Par contre, en face, on a toujours du risque et donc dans des quartiers un peu populaires, de risque de gestion locative ou de problèmes dans les immeubles. Et aujourd'hui, moi, ma plus grosse charge mentale, c'est de me dire, je sais pas ce qui se passe dans mon immeuble. Quand je suis en copro, s'il y a un souci, un squat, je prévois toujours un peu le pire. Je sais qu'il y a un voisin qui va prévenir le syndic. Tu vois, il y a un syndic qui gère. Quand je suis monopropriétaire de mon immeuble, c'est cool les immeubles et tout. Mais en fait, derrière, je dis, peut-être qu'il y a le feu en ce moment dans l'immeuble, j'en sais rien en fait. Peut-être qu'il y a des squats, peut-être qu'il y a, j'en sais rien en fait. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est que déjà, pendant toute la phase travaux où il n'y a personne dans l'immeuble, donc il y a mes artisans et le soir, ils sont plus là. Des fois, ils viennent pas pendant 1 ou 2 jours. Les week-ends, ils travaillent pas. Moi, ma plus grosse appréhension, c'est le squat. Le squat, d'avoir des gens qui rentrent et qui détériorent tout, même s'ils repartent après, et que tu un peu tout à recommencer. Donc aujourd'hui, dès que j'ai un immeuble, j'achète un immeuble, je sais qu'il y aura une phase travaux un petit peu longue, je fais installer Vérissure, donc des alarmes automatiques avec donc il peut y avoir des caméras, des alertes d'entrée, des fractions, etc. Il y a un badge pour les artisans, ils désactivent, ils réactivent quand ils rentrent et quand ils ressortent. Et je sais que si ça se déclenche, normalement en 3 minutes, il y a la police qui débarque. Honnêtement, ça m'a coûté, je crois, j'ai eu une belle promo il y a 2 ans, peut-être 800 ou 1000 euros d'équipement, c'est qui est le plus cher, c'est les équipements qu'après tu gardes. Et ça me coûte aujourd'hui 40 euros par mois d'abonnement, de service. Ce qui, honnêtement, 40 euros par mois pour ma tranquillité d'esprit, c'est rien. Et ça nous a sauvé pas mal de fois, 1 ou 2 fois où ça s'est déclenché, la police est arrivée et puis voilà. Et puis une fois que les voisins savent qu'il y a une alarme, de toute façon, c'est terminé, il y a plus de soucis derrière. Mais au moins, je sais que ça m'enlève une grosse charge mentale sur cette partie-là. Donc ça,
Et après, quand l'appartement, là, je commence à mettre l'immeuble est loué, on met maintenant des caméras dans les parties communes. Au moins, ça permet d'être tranquille et de voir à distance. Je te rejoins, clairement sur ce point. Nous aussi, pareil, on a sur 2 biens qu'on a mis en place, secteur alarme, hein. Il y a pas de pub, il y a pas de partenariat, hein. Mais, mais c'est totalement ce que tu dis. Ce qui est bien, c'est que c'est, la police qui intervient, rapidement. Il y a la télésurveillance, et aussi la gestion à distance. C'est que même s'ils ont pas arrivé à te joindre directement, ils enclenchent, les procédures et ça pourra vraiment nous éviter. Et c'est les mêmes prix, comme tu dis, Joris, c'est l'équipement qui est finalement, tu es propriétaire des équipements et derrière un abonnement, et ça t'enlève une charge mentale, que ce soit en location courte durée et que ce soit aussi dans les immeubles, comme tu dis, pendant les travaux et même après, hein. Même après, c'est top. Et ça rassure les locataires, hein, mine de rien. Ça rassure aussi les locataires. Et ensuite, dans la phase locative, là, on a plus opté pour l'instant pour la partie un peu juste caméra dans les parties communes pour rester alerte un peu de ce qui se passe. Une fois que l'immeuble vit, qu'il y a des personnes à l'intérieur, bon, déjà, ça prédispose moins, on va dire, à l'effraction ou au squat. Et dans les locations courte durée, maintenant, je mets tout le temps, donc j'en ai 3 aujourd'hui sur les 40. On a détecteur de présence et des détecteurs de bruit. À la base, c'est un détecteur de bruit pour alerter sur les fêtes, etc., qui est même lié à Airbnb et qui envoie des messages automatiquement. Bon, ça, c'est cool. Mais en fait, je me suis rendu compte de l'utilité aussi. Il fait un détecteur de présence où il voit les personnes, s'il y a des personnes à l'intérieur, juste avec les Bluetooth des téléphones. Et moi, ça m'a permis il y a quelques semaines où on a eu un squat dans un des appartements. Le détecteur de bruit s'est déclenché. Moi, j'étais à 300 km, le détecteur de bruit se déclenche. Je dis, oh, c'est la femme de ménage qui devait passer ce matin. Très bien. Il se redéclenche à 16 heures. Là, je dis, il y a un souci. Et du coup, en fait, on a rapidement vu qu'il y avait la présence depuis 2-3 jours. On a fait intervenir un de nos artisans qui était à côté pour voir ce qui se passait. Bon, on a eu de la chance, c'était pas des squatteurs professionnels, etc. C'était juste des petits jeunes qui avaient fracturé la porte. On a réussi à faire en sorte qu'ils prennent leurs affaires, qu'ils partent. C'est des coûts matériels, il y a des assurances pour ça, etc. Mais grâce à ça, on a réussi en 48 heures à s'en rendre compte parce que peut-être que le locataire, il n'arrivait que dans une semaine et moi, j'y vais une fois tous les 3 mois sur place. Donc, voilà. L'idée, comme tu dis, c'est de pouvoir baisser la charge mentale. Et moi, l'immobilier, je me le vois comme de la gestion à distance. Donc, de pouvoir quand même si on gère tout nous-mêmes, on va dire, de pouvoir prendre des décisions et avoir l'info à distance. Ouais, En tu as tout à effet. fait raison, hein. Le mental, à partir du moment où tu te connais, savoir ce qui est difficile pour toi et d'arriver à prendre de la distance, ça, c'est super important. Et tu utilises quoi comme détecteur? J'utilise Minute. Minute, ouais. D'accord. Voilà, alors je sais pas s'il en existe d'autres. Oui, il en existe d'autres. Je crois que j'ai payé 180 € pour l'acquisition, mais je crois qu'en fait, c'est 180 € à l'année, de ce que je comprends. D'accord. Ouais, il y a un abonnement, je crois, avec Ouais, je crois que en fait, en gros, si tu prends l'abonnement à l'année, tu as le détecteur gratuit, enfin, c'est 180 € à l'année. Mais voilà, ça me permet maintenant, du coup, j'ai le réflexe quand je sais que le locataire part en courte durée, quelques heures après, je regarde, si je vois qu'il n'y a plus de présence, c'est bon et ça me permet, voilà, de temps en temps de jeter un œil dessus. Et c'est bien aussi, moi j'ai eu le cas où, à un moment je passais par une conciergerie et qui sous-louait, et qui Ah ne oui, reversait pas les loyers. c'est pas mal. Ah, Voilà, c'est ça permet de suivre un petit peu, mais C'est là vrai je que j'avais anticipé. mais je suis passée par hasard, nous on n'avait pas ça et je me suis trouvée nez à nez avec la personne, voilà, donc tu vois, ça a un double effet. Nous, on a eu un projet clé en main qui a été fini janvier-février. Et en fait, la propriétaire, notre coachée, elle a trouvé un pack, hein, un pack qui se met, tu sais, dans les ouvertures de portes, juste aux portes d'entrée, qu'elle a pris sur Amazon et qui, à chaque ouverture de porte, ça lui envoie un message. Et à distance, c'est à 20 €. D'ailleurs, je lui ai dit de nous envoyer le lien. Je vous mettrai en bas de cet épisode. Du coup, merci à Anna. Ça marche super bien pour elle, hein. Et d'ailleurs, une fois, elle a détecté un voyageur qui entrait. Il a pris 4 capsules et il a pris son café. Un voyageur qui est rentré dans les lieux. Il a pris son café, 4 fois le café, il est reparti. D'accord, OK. Voilà, en Et fait, c'est ça en visio permet.
C'est une Non, il y a caméra? pas de caméra. Non, non, il y a pas de D'accord, caméra, c'est c'est juste juste un un détecteur de détecteur. mouvement. Voilà, c'est un détecteur aimanté qui se met au niveau de la porte d'entrée. Dès que la porte s'ouvre, du coup, elle reconnaît si c'est la femme de ménage ou autre qui rentre dans les lieux. Si c'est un voyageur qui est programmé, voilà, c'est bon. Par contre, quand c'est pas une entrée, qui est habituelle par rapport au calendrier, directement elle informe, les personnes qui sont dans le secteur et d'où le fait qu'il a dit, Joris, c'est vrai qu'on peut avoir des biens qui sont à distance en location courte durée ou en gestion d'une manière générale. Par contre, c'est bien d'avoir l'écosystème autour du bien. Un artisan de confiance, un Mmh. prestataire de service de confiance, une personne qui est sur place, qui permettra au moins d'intervenir rapidement dans les lieux, pour régler le souci ou savoir de quoi il s'agit tout simplement. C'est exactement ça. Au moins d'avoir le côté visibilité à distance et le côté intervention sur place. Comme tu dis, quand on grandit, qu'on a beaucoup d'investissements un peu dans les mêmes secteurs, c'est vraiment ce que je recommande d'avoir pour le côté tranquillité, tranquillité d'esprit. Et en plus, en termes même de coûts, hein, parce que c'est vrai qu'en termes de coûts, ça reste que ce soit Minute ou bien autre dispositif, avec, un suivi, avec télésurveillance, avec, une plateforme à distance, ça reste quand même c'est de l'investissement pour se dégager aussi de cette charge mentale et de Mmh. protéger notre patrimoine et n'oubliez pas quand on met tout ça, c'est aussi, ça permet d'encore que notre patrimoine soit, évolué dans le bon sens et bien entretenu. C'est vraiment cette protection, même en cas de revente, c'est un bon argument. La personne qui vient sur place, elle se dit: «Ah waouh, il a pensé à tout, Joris, moi je prends une machine qui marche, nickel, et je reprends même son abonnement». Mm. C'est ça en fait, c'est d'avoir le package complet et de se dire voilà, ce bien-là, c'est bon, hop, il est terminé, il tourne et je peux me consacrer, dégager mon énergie, ma charge mentale pour réaliser notre projet, que ce soit IMO ou entrepreneuriat. Et dernière petite erreur, retour d'expérience sur la gestion locative, c'est le fait d'avoir été au début trop gentil avec le locataire, mais dans le sens aussi où on répondait rapidement. Le locataire, bon, j'envoie pas forcément les quitances de loyer automatiquement. S'il me les demande, je suis obligé de lui envoyer, je lui envoie avec grand plaisir. Mais des fois, il me les demandait et puis par acquis de conscience, ben, comme tout, on me demande quelque chose, on lui doit. Dans les 2 heures, je lui renvoyais sa quittance de loyer, etc. Et du coup, ça a amené rapidement où le moindre petite chose, il allait nous ressolliciter, nous renvoyer un petit message, etc. Et je me suis rendu compte à un moment donné où ça commençait à devenir un petit peu pesant, à mettre 24 heures à répondre, ou 48 heures. Donc, c'était pas quelque chose qui était urgent pour par exemple, une quittance de loyer ou un autre petite info, petit conseil. Et ben, le fait de mettre du temps à répondre, la personne, je pense, a pris conscience que bon, on n'était pas à sa disposition et que ben, du coup, ça a limité après les interactions et les demandes, on va dire, un peu régulières qu'avait le locataire à l'intérieur. Donc, euh, donc voilà. Et dernier, où je ne retour sur les locataires, je ne prends quasiment plus, ou en tout cas, ça ne passe pas dans les locataires prioritaires, de locataires qui sortent de chez papa-maman. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, je sais pas si c'est concours de circonstances, un peu de retour d'expérience de dizaines de locataires, mais à chaque fois où ça s'est mal passé dans la partie entretien du bien, en fait, sur l'état des lieux de sortie, on a récupéré des trucs très mal entretenus ou des locataires qui mettaient du temps à payer, etc. On était souvent sur des locataires qui sortaient de chez papa-maman. Pourquoi? Parce que ils n'ont jamais été autonomes et livrés à eux-mêmes dans un appartement en se disant, ben oui, le loyer, il faut que je le paye en début de mois. C'est un peu ça doit être ma priorité dans mes finances. Et ben oui, je dois apprendre à laver des carreaux, je dois apprendre à entretenir un four, je dois apprendre, etc. Ou si je ne sais pas le faire, ben je prends un prestataire de ménage, je le délègue à quelqu'un. Et voilà, donc du coup, aujourd'hui, je sais que si on a plusieurs profils de candidats, on prendra des personnes qui, en fait, qui ont déjà vécu cette expérience en tant que locataire, qui, on va dire, sont souvent un peu plus autonomes que des personnes qui, malheureusement, sortent juste de chez papa-maman. Je te partage le tip que j'utilise. Moi, je mets systématiquement le ménage. Je fais passer une personne. Et maintenant, comme je me suis fait avoir un nombre de fois où on me dit oui, oui, je suis propre, maintenant je le rajoute dans les charges, c'est-à-dire que c'est eux qui vont payer le ménage. Ouais, alors ça, on peut le faire en colocation dans les parties communes. Ouais. Un appartement,
qu'ils ont Oui. seuls l'entière possession, on ne peut pas l'obliger. On peut Ouais, le ouais. proposer. Et, mais oui, donc, de toute façon, pour la partie, on en a juste un pour l'instant en colocation, on va dire. C'est juste un T3. Dès qu'ils sortent, je le rajoute. Et ça, comme tu dis, ça permet aussi d'avoir un œil à l'intérieur Bien de sûr, l'appart. c'est tes yeux. Là, ce matin, à 6 heures du matin, j'étais en train de résoudre ça. J'ai changé de prestataire ménage et elle m'a doublé les heures de ménage. Ouais. Donc je lui ai demandé s'il n'y avait pas une erreur ou si elle s'était trompée sur les passages. Et je rejoins aussi ce volet-là de ménage. Moi aussi, pareil, dans les colocations. Par contre, je me suis rendu compte à un certain moment, c'est que quand il y a le prestataire de service qui vient pour les parties communes tous les 2 semaines, c'est un peu aussi de lui laisser tout. On dirait que voilà, on laisse, on fait rien du tout C'est dans ça, les parties communes pendant 2 c'est ça. semaines. Et c'est un peu, voilà, et j'ai dû remettre un cadre, dans ce sens que voilà, elle est là pour nettoyer les parties communes, pas pour, faire votre vaisselle ou, que vous laissez l'appartement, crade pendant 2 semaines et qu'elle vient que vous la preniez pour votre femme, de ménage, perso. Ouais. Et hem et ça, en fait, c'est encore de l'humain, encore, que chacun comment il a ce côté proportionnel et de propreté, hein, ce côté d'entretien, voilà, et on peut pas le savoir forcément au moment où, Non, on ça fait se voit pas. l'entretien. Parce que parfois la personne, elle est bien tapée, elle est bien voilà, elle dégage une propreté de fou, du physique. Par contre, au quotidien, dans l'appartement, c'est pas forcément le cas et ça peut être l'inverse. Du coup, j'ai appris petit à petit que je fais pas de préjugés par rapport à l'apparence de la personne, est-ce que c'est propre ou pas. Parce que je pense beaucoup aux joints de la salle de bain, aux joints de la cuisine et tout ce côté-là et le fait de mettre en place une femme de ménage, c'est vrai que ça c'est très bien. D'où le fait que j'ai une petite préférence un peu par rapport à la location courte durée, car je sais qu'il y a un passage de ménage à chaque fois. J'ai un œil sur l'appartement. Dès qu'il y a quelque chose qui se cache, je suis dans l'entretien de l'appartement direct, on la répare et ça coûte beaucoup moins cher. Mais bien sûr, hein, les autres stratégies, c'est bien pour diversifier et c'est un peu le côté plus, que je vois, avantageux par rapport à la location courte durée. Complètement. On a fini les erreurs, Joris, par rapport à ce que tu veux partager? Merci, merci, c'est très enrichissant. Alors moi, je vais me mettre dans la peau de personnes, c'est sûr, qui te contactent sur les réseaux et qui nous contactent aussi. Eh ben, dis donc, nos parents, ils ont eu de la chance, hein, ils ont investi 30 ans en arrière, l'immobilier était accessible, hein. Alors vous, par contre, vous avez eu de la chance, vous étiez au bon moment par rapport au bon taux, le taux différentiel d'endettement, patati patata. Eh ben, aujourd'hui, c'est très difficile. Déjà, l'immobilier, il est pas accessible, les prix, alors là, ils s'enflamment, l'inflation, alors là, n'en parlons pas, hein. Dis donc, en France, là, ces derniers temps, patati patata. Et en même temps, les taux de prêt, en même temps, j'arrive même pas à figer un taux, j'arrive pas à avoir des accords de principe, j'arrive pas à bien négocier les biens, mais les chiffres que vous partagez de négociation, alors là, je les vois même pas sur les annonces. Bon, écoute, qu'est-ce que tu donnes, comme conseil aux personnes qui, te disent tout ça? Et bien sûr, hein, qu'ils ont un petit mindset de changer et d'évoluer, parce que les personnes qui veulent quand même rester dans ce mindset, on peut rien faire, il faut qu'ils se bougent un peu. Mais, qu'est-ce que tu donneras comme conseil, un plan d'action aux personnes qui viennent débuter aujourd'hui en 2023, on est le 30 mai, et qui veulent aller dans l'investissement immobilier et qui te disent toutes ces excuses? De couper les réseaux sociaux et d'investir. En gros, ça résume en fait énormément et c'est ce que tu disais déjà, ce côté état d'esprit. C'est avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on voit beaucoup de choses amplifiées, magnifiques, etc. Et se dire que on est tous passés par le début, on a tous eu nos propres galères, nos propres doutes, etc. Et tout le monde devrait y passer. Tout le monde devrait y passer à plus ou moins grande échelle si ensuite on veut en arriver, on va dire, là où on en est nous aujourd'hui, parce que c'est vrai que même nous qui partageons les côtés bons et les côtés mauvais de nos investissements, ils voient quand même, ah ouais, la personne, elle a 30 biens, 40 biens, elle a fait tout ça, etc. Oui, mais la personne, elle a commencé il y a 6 ans, 7 ans, 8 ans, et à ce moment-là, elle a construit petit à petit. Donc déjà, c'est de se dire, arrêtez de vous poser des questions sur le futur. Ah ouais, ça va se passer comme ça va se passer comme ça. Prenez les choses petit à petit, petit pas par petit pas et commencez à grimper. Comme je disais au tout début, l'investissement immobilier, c'est intéressant. Tant qu'on achète au bon prix, ensuite, ce que vous en faites, vous arriverez à le garder, à le faire tourner, à créer de la valeur, en fait, à créer du patrimoine grâce à ça. Aujourd'hui, pour resituer un peu le contexte, qu'est-ce qu'on a qui va nous bloquer, enfin, qui a changé depuis les 2 dernières années, qui étaient un peu
les vannes ouvertes, c'est qu'on a un premier contexte avec les taux qui montent, qui étaient de 1% il y a 1 an et demi, qui sont aujourd'hui à 3,5, 4%. On a quand même vu 4. Ça correspond à quoi? C'est juste que le projet va nous coûter, si on le garde sur 20 ans, va nous coûter quand même 4 fois plus cher en termes de taux, en termes d'intérêt d'emprunt que ce que ça a été. Donc ça, c'est un vrai impact financier sec sur le projet. Mais ensuite, on a surtout ce qui bloque, c'est, comme tu dis, l'arrêt du calcul différentiel en taux différentiel, enfin différentiel du taux d'endettement, qui avant nous permettait de pouvoir enchaîner des projets immobiliers. Tant qu'on était à peu près grossièrement à l'autofinancement, on pouvait facilement enchaîner. Aujourd'hui, le HCSF, le Haut Conseil de stabilité financière, a mis des règles, notamment 35% maximum d'endettement. Donc, c'est tout ça un petit peu ensemble, c'est ce qui va bloquer des gens qui ont comme ambition de vouloir investir hyper vite, hyper rapidement, on va dire, sur l'immobilier. Donc, c'est le prendre étape par étape. Et aujourd'hui, le contexte, il fait que beaucoup de gens ont peur d'investir dans l'immobilier et beaucoup de gens se disent c'est la crise, les prix vont baisser et sont attentistes. Sans dire on va attendre, on va voir ce qui va se passer dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois. Dites-vous déjà que si vous avez dans la tête d'investir dans l'immobilier pour faire l'immobilier locatif, vous représentez 5 à 10% de la population française. Aujourd'hui, déjà, vous êtes juste une petite niche dans la population française qui, une partie va se dire je vais investir, je vais acheter ma résidence principale, et même une partie ne va rien faire du tout. Donc déjà, dites-vous que vous êtes juste une petite niche et que grâce à ça, ça veut dire que 90% des gens aujourd'hui sont de ce côté attentif, c'est-à-dire je vais attendre pour acheter, je verrai ce qui va se passer plus tard. La peur, beaucoup de gens ont peur que les prix se cassent la gueule, du coup, mais aujourd'hui, on est dans un marché immobilier d'acquisition. Quand on a des taux hauts et moins de volume de gens qui veulent acheter, c'est là où vous êtes plus en position de force en tant qu'acheteur. Oui, il y a 3 ans, on pouvait acheter facilement. Mais il y a 3 ans, moi, je n'ai négocié quasiment dans les 13 projets, dans les 10 premiers projets, je n'ai quasiment jamais négocié parce que j'étais sur un marché avec beaucoup de volume et que si je voulais essayer de négocier 3 000 €, je perdais le projet. Si le projet était au bon prix, il trouvait facilement acquéreur parce qu'il y avait beaucoup plus de personnes qui étaient en phase d'acquisition. Aujourd'hui, c'est un peu le sens contraire. Oui, c'est un peu plus cher, les taux, etc. Mais vous avez un peu moins de concurrence. Donc, aujourd'hui, vous allez pouvoir un peu plus facilement négocier en fonction de votre marché, et c'est un peu le côté délicat, plus facilement négocier qu'il y a 2-3 ans. Donc, aujourd'hui, il y a vraiment ce côté-là à prendre conscience. Et ensuite, comment je démarrais? L'idée, c'est aussi de se dire, il faut que je me dépêche. Il faut que je me dépêche puisque à vouloir des fois négocier un peu trop, négocier oui, mais négocier un peu trop et à chercher souvent aussi, ils cherchent la pépite. C'est-à-dire, ouais, je veux quelque chose qui a 12% de rendement, il n'y a pas de risque, un peu de travaux, etc. Mais en fait, avec ça, on va peut-être mettre 3, 4, 5 mois à chercher le projet et en attendant, les taux, ils sont passés de 2 à 4%. Et au final, la pépite à 12%, elle est équivalente à un projet classique à 10% d'il y a 4 mois, en fait. Donc, c'est prendre conscience que plus vous attendez, plus oui, pour l'instant, les taux vont continuer d'augmenter encore pendant 6 mois, 1 an, je pense. Et du coup, ça va vous coûter de plus en plus cher. Donc, savoir prendre une décision rapidement, aujourd'hui, va être important dans votre phase d'acquisition d'immobilier. Et un point qui me revient rapidement, c'est beaucoup de personnes qui me contactent, qui me disent, bon, voilà, j'aimerais bien investir. J'ai déjà ma stratégie en tête, je vais acheter un bien, je vais le revendre en résidence principale et comme ça, après, j'aurai un apport conséquent pour faire du locatif. Je dis, OK, mais donc aujourd'hui, on est en mai 2023, tu dis, OK, je vais acheter pour revendre dans l'objectif d'avoir un peu plus d'apport. Très bien. Mais en fait, tu vas acheter, tu vas revendre, ça va te prendre 9 mois, on a vu à peu près, 9 mois, voire 1 an, parce que tu vas pas revendre tout de suite quand même, 1 an. Et donc, en fait, tu vas juste te retrouver dans 1 an avec peut-être 20 000 € de plus sur ton compte bancaire, mais un taux qui sera plus élevé et en fait, la même situation. Tu auras juste 20 000 € de plus sur ton compte bancaire. Donc aujourd'hui, je vois peu d'intérêt d'avoir cette stratégie-là, de dire j'achète, je revends, pour avoir de l'épargne en plus, pour ensuite pouvoir facilement acheter l'immobilier.
l'épargne est un des points bloquants avec l'endettement, puisque c'est ce qui va te permettre de mettre un peu d'apport sur ton projet. Il y a plusieurs solutions. Aujourd'hui, tu peux demander peut-être à des personnes de la famille, à des personnes de l'entourage de te prêter de l'argent sur une période un peu courte que tu vas pouvoir rembourser sur 2-3 ans, le temps que ton projet commence à tourner, plutôt que de te dire j'attends 1 an et je démarre dans 1 an, parce qu'en fait, ton projet va te coûter beaucoup plus cher dans 1 an qu'il va le coûter aujourd'hui. Donc ça, c'est souvent un peu les questions, les réflexions que je vois régulièrement, se dire je vais faire ça comme projet, que je trouve du coup un peu dommage. L'achat-revente, comme tu le disais, pour la location courte durée, sont des options qui sont intéressantes, mais surtout au début, tu n'as pas d'expérience. Tu veux faire un premier projet d'achat-revente, tu te dis que je vais acheter un truc, je vais mettre un coup de peinture, je vais le revendre plus cher. Non, aujourd'hui, on n'est pas dans un marché de revente déjà. On a des reventes sur des biens, on va dire, classiques, des appartements, etc. Si tu n'as pas fait une bonne opération à l'acquisition, que tu n'arrives pas à maîtriser tes coûts de travaux, tu n'as pas l'expérience des coûts de travaux, tu ne connais pas ton marché de revente, ce qui est le cas quand tu démarres, désolé, mais en fait, tu vas peut-être faire 5 000, 10 000 euros, et encore parce que tu achètes, tu payes tes frais d'agence, tu payes tes frais de notaire, et il faut que tu revendes en net vendeur plus cher que tout ce que ça t'a coûté. Donc, voilà. Donc, là-dessus, stratégie à pas forcément utiliser pour démarrer. Pour démarrer, la stratégie, aujourd'hui, si je devais redémarrer à zéro, aujourd'hui, dans le contexte, j'irais chercher des projets 1h30, 2 heures maximum autour de chez moi, parce que ça sert à rien d'aller trop loin. Il y a des projets intéressants partout en France. Donc, vraiment définir ma stratégie, aller chercher des secteurs 2 heures autour de chez moi, en location classique pour démarrer. Pourquoi? Parce que si je suis dans une phase d'acquisition et d'accumulation au début d'immobilier, si dès le début je vais faire de la location courte durée, passer du temps à tout mettre en place, à tout gérer, les problèmes qu'on a au début, parce que le temps qu'on prenne l'expérience, je vais avoir moins d'énergie, de charge mentale pour aller sur un deuxième, un troisième, un quatrième projet. Donc au début, j'achète, je mets en location classique et j'enchaîne des projets. Ça m'évite de me dire je prends trop de temps sur le premier projet. Surtout, ce premier projet, oui, dans 3 ans, je pourrais le passer en location courte durée et l'optimiser plus tard quand j'aurai accumulé, on va dire, le patrimoine que je cherche. Ça, c'est pour la partie, on va dire, trouver le bien. Et après, pour la partie, donc au début, un nom propre, LMNP, si vous êtes tout seul. Si vous voulez vraiment investir avec une deuxième personne, si c'est quelqu'un de la famille, vous pouvez viser la SRL de famille. Si c'est quelqu'un externe, la SCI à l'IS. Bon, restez sur du plus classique au départ, parce que le but, c'est la partie financement, qui est la partie la plus complexe, on va dire, aujourd'hui. En termes de financement, un petit tips, une petite astuce que je vois de plus en plus et qui va se passer en 2024, les banques se sectorisent de plus en plus. Aujourd'hui, j'ai des banquiers qui me disent, moi, je te suis à 100% sur Toulouse, à 1 heure autour de ma banque. Plus loin, je te suis plus. Ils deviennent de plus en plus maîtres de leur marché. Et avant, ça se faisait beaucoup en région parisienne. Et maintenant, je vois dans chaque ville, les banques nous disent, on peut vous suivre, mais vraiment 1 heure, 1 heure et demie, 1 heure même max, autour de la banque, surtout sur des premiers projets. Donc, quand vous avez défini votre secteur, allez donner une priorité d'aller démarcher les banques qui sont vraiment autour de là où vous allez investir ou de là où vous allez habiter, mais plutôt là où vous allez investir, puisque c'est la banque qui va connaître son marché. Et en termes de négo bancaire, bon, comme on dit toujours, hein, les taux, on va dire, on s'en fout un petit peu parce que les taux, ils évoluent et le taux, ça pourra se renégocier plus tard. Mais avant, on pouvait négocier facilement du 25 ans, du différé, peu d'apport. On avait tous les critères de négociation possibles aujourd'hui pour améliorer, on va dire, notre projet. Aujourd'hui, donnez-vous une priorité de 1-2 critères. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes plus intéressant d'avoir une durée longue ou plus intéressant d'avoir un différé, plus intéressant de mettre moins d'apport, plus intéressant de ne pas avoir les indemnités de remboursement anticipé parce que vous avez prévu une revente assez courte. Tous ces critères-là, vous vous donnez des priorités et vous dites, voilà, si j'avais un seul des critères que je pouvais négocier à la banque, ce serait lequel? Ce serait celui-là. OK. Et au moins, vous savez qu'au moins celui-là, vous allez peut-être essayer de l'avoir, le deuxième potentiellement, etc. Mais ne vous attendez pas à avoir, comme vous pouvez l'avoir il y a 2-3 ans, du 25 ans, 3 ans différés, pas d'apport, des indemnités de remboursement anticipé annulées. Voilà, il va falloir
donner une priorité et être clair vis-à-vis de la banque de pourquoi vous voulez cette priorité. Donc voilà, là-dessus, vraiment au niveau S'adapter tout simplement, hein, s'adapter, par rapport à ce qu'il y a et apporter, des réponses à la banque pour favoriser le oui, tout simplement du dossier, hein. c'est exactement ça. Voilà. À recommencer, enfin à démarrer aujourd'hui, je fais projet simple, classique, autour de chez moi. J'achète maintenant. Je suis un peu plus en phase de négocier parce que ben, du coup, j'ai un peu moins de concurrence à côté. Je n'hésite pas. Et après, je vais viser des secteurs, donc des biens où j'achète au bon prix, au prix du marché, pour me sécuriser sur du court terme si je dois revendre vite. Et je vais plutôt me dire, quitte, comme tu le disais au début, Aline, en fait, aujourd'hui, on a moins de cash flow qu'on avait avant, mais parce qu'en fait, on emprunte déjà sur une durée un peu plus courte, on a des taux qui sont un petit peu plus élevés, mais au final, on rembourse quand même toujours du capital tous les mois auprès de la banque, c'est ce qui fait notre enrichissement. Et du coup, me dire, ben, quitte à faire ça, autant viser des secteurs, des villes en évolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, quand on investit, je dis, ben voilà, regardez dans une ville, vous allez avoir aussi plusieurs quartiers. Est-ce que, entre les projets que la mairie est en train de faire, entre peut-être il y a une nouvelle fac qui va arriver là, il y a un nouveau tram, étudiez vraiment votre secteur et votre ville et allez dénicher le ou les quartiers qui vont prendre de la valeur. En fait, ce qui va vous sécuriser sur du moyen terme, c'est de dire, ben en fait, oui, peut-être que l'immobilier va se casser la gueule, on n'a pas de boule de cristal, peut-être qu'on va perdre 10% ou 15% en immobilier sur 2023-2024, mais si vous avez visé un secteur qui est en train d'évoluer, ben, ça va venir compenser un peu cette perte, on va dire, générale des prix de l'immobilier. Donc vraiment, ça va vous protéger. Prenez conscience de votre secteur, apprenez un peu tous les projets qui sont en cours et ça va vous permettre d'évoluer, d'avoir une belle valorisation sur 3-5 ans en termes de ça. Et après, ben, du coup, sur le côté de se dire, aujourd'hui, je suis en phase de création de patrimoine. Oui, j'ai beaucoup moins de cash flow parce que j'ai des taux élevés, j'emprunte plus court. Mais en fait, la vision qu'il faut avoir, c'est que dans 2-3 ans, je n'ai pas de boule de cristal, mais c'est un peu le marché que j'ai en tête, c'est que là, on va jusqu'à fin d'année, début d'année prochaine, les taux vont continuer d'augmenter. Et puis, ça va stagner pendant un an et demi, et on va avoir une petite régulation, et on va redescendre 2025-2026, les taux vont commencer à redescendre. Donc, achetez maintenant, et dans 2-3 ans, vous pourrez à la fois renégocier un taux à la baisse, comme l'ont fait nos parents, hein. Moi, mes parents, ils ont acheté à 7-8% et ils ont fini à 3% de taux, en fait. Donc, achetez maintenant, vous pourrez renégocier un peu plus tard, qui va vous faire un cash flow un peu plus important. Et surtout, ce qu'on a fait sur les premiers projets, on a emprunté sur 15 ans. Mais donc, c'était en 2016. En 2021, il nous restait que 10 ans à rembourser. On a étendu, on a modulé notre mensualité de prêt. On est revenu sur 15 ans. Et donc là, on a juste naturellement fait 300 ou 400 euros de plus par mois de cash flow grâce à cette modularité de prêt, puisque on a réétendu la durée sur laquelle on allait rembourser. Aujourd'hui, ce qui va vous contraindre, c'est des taux plus élevés, des remboursements, on va dire, maximum sur 20 ans, pour la plupart des cas, alors qu'avant on avait du 25, mais c'est pas grave. Dans 4-5 ans, vous revenez monter votre durée de remboursement si votre objectif, c'est d'avoir du cash flow. Si votre objectif, c'est juste de capitaliser, vous capitalisez. Si l'objectif, c'est vraiment d'avoir du cash flow parce que je quitte mon activité principale, je veux avoir une sécurité en trésorerie un peu plus régulière, vous venez augmenter votre durée de remboursement. Bon. C'est vraiment ça. Et le dernier point que je vois, je ne l'ai pas vécu directement parce que j'ai eu la chance d'avoir mes parents qui étaient déjà un peu dans ce domaine-là, mais pour durer dans le temps, on disait c'est beaucoup l'IMO, beaucoup de charge mentale, beaucoup de travail, beaucoup de remise en question, de doutes, etc. C'est une fois que vous avez défini votre secteur, vous êtes un peu dans ce mood-là d'investir, entourez-vous de personnes qui sont aussi dans cet état d'esprit-là. Vous dites pas que dans l'immobilier, parce que moi j'habite Orléans, lui il habite Orléans, on va se batailler sur les mêmes biens, ou Toulouse, on va se batailler sur les mêmes biens. Des projets immobiliers, il y en aura pour tout le monde, des produits immobiliers, il y en aura pour tout le monde. Et au contraire, en fait, le fait d'échanger régulièrement avec des personnes qui font un peu la même chose que vous, qui vous sortent des personnes que vous croisez dans votre salariat, qui n'ont pas du tout cet état d'esprit d'investisseur, ça vous permet d'aller de l'avant, de voir un peu plus grand
Et voilà, comme on disait, de se former, de se faire accompagner, qui permet d'avoir des petits groupes de personnes qui font la même chose en même temps et surtout qui ont les mêmes problèmes et se rendre compte que, en fait, l'IMO, oui, c'est pas que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux de tout le monde qui réussit à chaque coup, mais en fait, en face, oui, ben, j'ai quelqu'un qui investit en même temps que moi, qui a eu la même problématique, qui a rencontré des agents IMO qui lui ont raconté n'importe quoi, qui s'est fait avoir par un artisan, qui a eu galéré à mettre en location, etc. Et en fait, vous verrez que oui, c'est pas facile, mais avec ces petits groupes-là, mais vous allez vous auto-motiver en fait et vous garder cette motivation sur le long terme. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ok, je suis la plus ancienne de vous trois. Quand j'ai démarré l'IMO, il n'existait pas des groupes d'investisseurs, des groupes sur Facebook, des choses comme ça. Et c'est vraiment super de pouvoir se remonter le moral parce que des fois, on a des coups durs. Et puis, le fait d'échanger, le fait de discuter, on en revient, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente. On évolue et notre état d'esprit change et on s'entraide. Et c'est top, même si on est sur le même secteur. Je te rejoins à 100%. Ça aide, hein. Parce que des fois, on a des gros coups de doute. Il faut surtout pas en parler même à sa famille. C'est pas qu'ils nous aiment pas, mais ils comprennent pas forcément notre problématique. Donc c'est bien je te rejoins. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Amani, tu vois, dans des événements. Et puis aussi nous trois, hein. Nous trois aussi. Ouais. Donc c'est top de pouvoir échanger, on avance ensemble. C'est cool. Ce qui est bien, c'est que dans les événements, on est un concentré d'investisseurs et dans la vraie vie, en fait, on est fondu dans les masses. En fait, on nous voit pas. Et c'est vrai, n'hésitez pas à aller dans des apéros IMO de votre secteur. Et comme il a dit Joris, des biens immobiliers, il y en a pour tous. Hein. Il faut pas se dire, et un bien qui est pour toi, ça sera pour toi. Et faut pas trop. C'est les mêmes projets et en plus ça aide. Moi je le vois même encore aujourd'hui sur ces petits groupes, des échanges de contacts. C'est tout bête parce que du coup une fois j'avais besoin d'un diagnostiqueur en urgence, d'une assurance pour un projet de marchand de biens, mais j'ai envoyé 3 messages et en quelques heures j'ai reçu une dizaine de recommandations. Donc c'est aussi à ça que ça sert, c'est-à-dire que chaque personne a un domaine de compétences aussi privilégié. Certains, ça va être plus les travaux, plus la stratégie, plus la fiscalité. Et voilà, on ne peut pas être maître de tout et tout connaître non plus. Donc, ça permet d'échanger. Au début, vous verrez, ça permet surtout de garder cette motivation, cet entrain de se dire, parce qu'en fait, tout seul, je me rends compte dans les personnes que j'accompagne, c'est un peu ce côté-là où les personnes, à un moment donné, si elles sont trop toutes seules et qu'elles n'ont pas ce côté-là, elles risquent des fois de se démotiver par elles-mêmes, de se dire, ouais, en fait, finalement, peut-être que l'immobilier, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué et on le cache pas. Mais garder cette motivation, et en fait, quand vous allez avoir cette satisfaction de la première remise de clé, du premier locataire, du premier loyer qui tombe, etc., c'est là où on se dit, ouais, en fait, ça valait le coup et j'ai bien fait de me tirer un peu vers le haut pour faire ça. C'est sûr. Parfait, Joris. Aujourd'hui, Joris, il a quitté son job. Il est dans le marchand de biens. Exact. Aussi de l'investissement locatif en famille et en perso. Et en même temps, tu fais de l'accompagnement aussi. C'est quoi ta vision pour Joris pour encore aller encore plus dans l'investissement? Est-ce que tu continues à investir à titre perso? Comment ça se passe avec les banques si tu fais valoir le levier bancaire? C'est quoi ta vision aujourd'hui par rapport à Joris et l'évolution de son patrimoine? Alors, il y a eu deux visions. La toute première, c'est le jour où j'ai quitté mon salariat. Donc, juste avant de quitter le salariat, pour ceux qui veulent le faire, préparez-le. Préparez-le, vous ne dites pas, tiens, ça y est, je quitte. Je suis allé chercher le max d'endettement. On était déjà soumis, c'était mai 2022, donc déjà soumis au HSF. Il me restait de l'endettement à aller chercher en tant que salarié. Profitez de votre super CDI, super salariat pour aller chercher le max d'endettement. Au moment où je suis allé chercher ce max d'endettement, c'est là où je me suis dit, j'ai pas mal de cash flow, d'enrichissement latent qui tourne. J'ai atteint mon max d'endettement, donc techniquement, la banque, elle n'allait plus me prêter perso, sauf si je m'associais avec des personnes qui avaient de l'endettement à aller chercher. Et j'atteignais quasiment 35-36 biens, donc pas de volonté non plus à cette époque-là d'atteindre une centaine de biens immobiliers, puisque l'idée, c'était plutôt de passer dans la partie entrepreneuriat, développement de business, également marchand de biens, puisque ce
qui est bien, on va dire, côté marchand de biens, c'est qu'on peut être indépendant des banques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, marchand de biens, le but, c'est d'immobiliser une somme d'argent sur un temps qui est assez court, qui va être de 6 mois à 8 mois, et de valoriser cette trésorerie. Donc, bien avoir de l'épargne de côté. Aujourd'hui, si vous n'avez pas d'épargne de côté pour démarrer un marchand de biens, ça peut être un peu compliqué. Quelques banques font confiance quand on démarre au tout début pour prêter. Et c'était de me dire, bon, j'ai plus de HCSF qui va me bloquer, je peux faire du marchand de biens parce qu'on a des opportunités qui nous arrivent quand même régulièrement d'agents IMO, d'apporteurs d'affaires. Donc au début, on s'est dit, on crée la société de marchand de biens, donc avec mon père. On a 2 opérations qui sont en cours de finalisation de travaux et de revente. Mais on s'est rendu compte que le marchand, c'est aussi en ce moment un marché un peu l'immobilier qui commence à stagner, qui est un peu plus difficile, ou si on ne s'y met pas à 100% sur la recherche de nouveaux biens réguliers, etc., c'est un peu plus compliqué qu'il y a 2 ans où on pouvait vendre un peu plus facilement, ou dans 2 ans, on pourra vendre un peu plus facilement aussi, je pense. Donc pour l'instant, on a ça qu'on garde, et s'il y a des opportunités, on les fait rentrer en marchand de biens. Et depuis quelques mois, moi, je m'étais dit, bon, déjà 2023-2024, le temps que ma société de coaching se mette en place, je n'aurai pas de bilan. La banque, elle va me dire, vous êtes gentil, mais on va arrêter de vous prêter. Revenez nous voir dans 2-3 ans. Et puis, j'ai rencontré un ami qui est maintenant aujourd'hui un associé. J'ai rencontré des partenaires bancaires, des nouveaux partenaires bancaires, où je me suis mis à comprendre qu'en fait, aujourd'hui, grâce à tout le patrimoine qu'on avait créé, grâce à tous les projets qui étaient très bien gérés, achetés au bon prix, qui avaient pris de la valeur, etc. Donc, en fait, au patrimoine net qui s'était créé sur les 5-6 ans, mais les banques commençaient à nous voir comme des professionnels et à nous considérer en disant, OK, c'est bien, moi, sur un projet comme ça, si vous êtes en SCI à l'IS, même associé avec vos parents ou d'autres personnes qui sont endettées au maximum, je peux regarder votre projet et je pourrais vous financer parce que je ne vais plus me sécuriser sur votre salaire, parce qu'il n'y en a plus forcément aujourd'hui, mais je vais me sécuriser sur le patrimoine net que vous avez créé et ce nouvel achat, ce sera juste une petite goutte dans le patrimoine que vous avez déjà aujourd'hui et donc mon risque en tant que banque est dilué par rapport à ce que j'avais avant. Donc, dès que j'ai commencé à avoir ça, je me suis dit, bon, peut-être que ça peut être intéressant de se relancer dans l'investissement. Et au final, quand on tombe dedans, on y reste. Et le fait d'accompagner régulièrement des personnes, de faire 2-3 petits projets de clé en main comme ça sur des opportunités pour des clients, j'ai redéveloppé des apporteurs d'affaires, redéveloppé des personnes qui m'envoient régulièrement des projets. Et les opportunités, je dis, quand même, ce serait dommage de laisser passer. Donc aujourd'hui, je signe fin juin mon premier bien en locatif post d'avoir quitté mon salariat avec un associé qui est endetté aussi, mais la banque nous prête comme des professionnels avec des taux un peu plus élevés. La durée, je crois qu'on a réussi à avoir 18 plus 2 ou 19 plus 1. Mais qui nous fait confiance sur des petits budgets, on a moins de 100 000 euros, mais on se dit, bon, si elle nous fait confiance sur ça, on peut commencer à grimper un peu. Donc là, je me suis dit, OK, si je devais investir aujourd'hui avec ma situation, mon patrimoine, etc., qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, ma situation, c'est que j'ai beaucoup de biens immo, c'est cool, des rendements assez élevés par rapport à ce qu'ils trouvent dans la moyenne, mais un risque élevé. Notre risque à nous aujourd'hui, il est principalement dans le côté quartier populaire, location populaire, donc sur la gestion locative. On maîtrise notre risque à 90%, mais c'est un peu de charge mentale, je l'avoue, c'est de la charge mentale. Ça ne prend pas trop de temps en gestion, mais de temps en temps, on a des pics de charge mentale. Et je me dis, si je continue à avoir, on va dire, l'objectif d'avoir 100 biens de cette typologie-là, ça va être dur à encaisser, on va dire, psychologiquement. Donc, très bien. Donc, je me dis, OK, j'ai ce patrimoine-là qui tourne, qui me sert à avoir une sécurité mensuelle financière grâce au cash flow, etc. Et en parallèle, je me dis, si je continue à investir, je vais aller sur des projets un peu moins rentables, sur le papier, comme on dit, plus sécuritaires, donc dans des villes un peu plus grandes, dans des quartiers un peu plus sympas, etc. Et me dire, en fait, aujourd'hui, j'ai une vision de continuer à cumuler du patrimoine, continuer à créer la valeur tous les mois grâce au remboursement du capital et me dire, si les banques me suivent,
qu'est-ce qui m'empêcherait d'acheter, je prends l'exemple fou, d'acheter une centaine d'appartements sur Toulouse en 2023-2024 dans des quartiers qui sont en train d'évoluer. Je vise par contre uniquement des quartiers qui pour moi vont prendre 20 à 30% dans les 4-5 prochaines années, parce qu'il y a des projets de la ville, parce qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer, parce qu'il y a des prix mètres carrés qui sont assez bas, il y a des anomalies de marché sur certains quartiers. Donc aujourd'hui, je vais viser uniquement des quartiers qui vont évoluer, parce que mon but, c'est pas juste créer 300 € tous les mois avec un appartement de remboursement de capital, c'est ce remboursement de capital plus une plus-value potentielle de 20 à 30% dans entre 3 et 5 ans. Donc viser de l'acquisition sur des projets un peu moins risqués, dans des quartiers qui sont en train et qui vont évoluer dans les 3-5 ans, et d'acheter, de cumuler ce patrimoine. Ça me permettra d'avoir, en fait, un peu comme une foncière. En fait, j'ai une vision un peu comme une foncière qui est de dire buy and hold. J'achète et je stocke. En fait, j'achète, je mets en location classique pour la plupart, je stocke, je fais tourner et ça me permet en fait de décupler en fait le levier bancaire qu'il va y avoir. Aujourd'hui, pour réaliser ces projets-là, les seules contraintes qu'il peut y avoir, c'est bon, trouver les projets, ça, on sait faire. Et ça va être le côté épargne, puisqu'aujourd'hui, ben, oui, les banques vont demander, surtout en professionnel, elles demandent un peu plus d'épargne, d'apport que sur du particulier, parce qu'elles se protègent aussi sur ça. Et l'idée, c'est de la gestion de flux de trésorerie entre toutes les sociétés pour faire en sorte d'acheter. Et puis, comme je le disais, pour les gens qui veulent démarrer, et dans 2-3 ans, je viendrai peut-être renégocier des taux, peut-être rallonger mes durées de prêt pour me libérer un peu de cette emprise de mensualité. Et voilà un petit peu la vision globale des prochains investissements, d'acheter sur des choses moins risquées et dans des secteurs qui sont en train d'évoluer. Un beau projet, c'est cool. Ouais. Et tu proposes ça aussi aux gens que tu accompagnes? Tu leur proposes aussi ce type de bien? Alors, je le propose en fait aux gens que j'accompagne sur la partie coaching, accompagnement. Ça va vraiment dépendre sur quels vont être leurs objectifs court, moyen, long terme. Moi, ce que je préconise toujours, ça dépend de la personnalité aussi de la personne. Il y en a qui sont ils ont plus de la version risque. Moi, je suis quelqu'un qui a de la version risque. Je suis plutôt un profil rouge, d'aller chercher du risque, etc. D'autres personnes, je le ressens, vont être un peu plus timorées. Surtout sur un premier investissement. En vrai, moi, ce que je leur dis, c'est que votre premier investissement, c'est votre coup d'essai qui peut-être va être revendu dans 2-3 ans. En fait, il faut se dire que c'est pas celui qui va vous faire votre cash flow, etc. Dites-vous juste que c'est celui qui va vous apprendre toutes les étapes d'un investissement immobilier, qui va vous donner confiance et donner confiance aux banques. C'est vraiment votre pierre de base. Et à ce moment-là, ce premier projet, moi, la seule chose qui doit faire attention sur ce premier projet, c'est acheter au bon prix. Parce que dans 2-3 ans, c'est peut-être un projet qu'ils vont devoir vendre parce que au fur et à mesure, en fait, ils vont prendre de l'expérience, ils vont trouver des projets de plus en plus intéressants, ils vont les faire de plus en plus facilement, etc. Et peut-être que ce premier projet, s'ils ont un endettement un peu limité, ça va devenir un boulet dans la partie endettement. Et donc, dire, c'est pas grave, mais pendant 2-3 ans, il a tourné, j'ai capitalisé dessus, il a pris un peu en valeur, etc. Ça m'a surtout permis d'avoir une bonne base pour faire le projet 2, projet 3, projet 4 par la suite. Et au bout de 3 ans, si je vois qu'il me bloque pour continuer d'investir, en termes d'endettement par exemple, je revends, j'ai gagné de l'argent dessus et je repars sur un nouvel investissement. Mais mieux pourquoi? C'est juste parce que j'ai cette expérience de marché, d'apporteur d'affaires, j'ai mon réseau qui me permet au fur et à mesure des années de trouver des projets de mieux en mieux, en fait, de plus en plus intéressants. Voilà, c'est un peu ce que les conseils que je donne. Et après, ça va dépendre. Certains, ils ont des budgets de 1 million, donc on va directement aller sur des immeubles, chercher un peu plus de budget. D'autres, on a des budgets à 200 000, donc on va se focaliser plutôt sur des appartements. Oui, c'est bien. C'est bien que les gens puissent se sentir rassurés et accompagnés. Surtout pour un premier investissement où, en fin de compte, on en revient toujours, c'est le premier qui est super important parce que si tu te plantes, c'est compliqué à rebondir. Ouais. C'est ça. Et en fait, je pense qu'en tant que coach, je
pense qu'Amani me rejoint là-dessus. Nous, notre rôle, il y a 2 rôles. Le premier, c'est la transmission de connaissances, de savoir. Et le deuxième, c'est moi ce que j'appelle un peu garde-fou. C'est-à-dire que c'est faire anticiper un peu, d'être le côté un peu pessimiste et faire anticiper les problèmes aux personnes en disant attention, tiens, sur ce projet-là, tu risques d'avoir ça, ça et ça. OK. Du coup, comment je me protège maintenant de ce risque qui potentiellement va arriver dans 6 mois, dans 1 an? Ah ouais, ben tiens, si je mets l'alarme en place, si je mets la prestataire de ménage à l'intérieur. Et en fait, grâce à notre expérience, on va pouvoir anticiper tout ça parce que ça nous est arrivé ou c'est arrivé à des personnes qu'on côtoie dans nos investisseurs, dans notre entourage. Et pour moi, un des rôles primordiaux, on revient au sujet du tout début des coachs qui ont peu d'expérience, un peu des personnes qui débarquent sur les réseaux sociaux et qui veulent faire de l'accompagnement ou de la formation, qui n'ont pas d'expérience, la grosse différence va venir là. La connaissance, ils peuvent l'avoir parce qu'ils ont peut-être lu 3 bouquins, ils ont peut-être regardé des vidéos, ils vont donner 2-3 infos comme ça. Mais ce qui va manquer, c'est la partie expérience. Et c'est là-dessus qui est pour moi le plus important pour lever des doutes aux personnes et les faire réaliser des bons investissements. C'est que l'investissement, il est sur l'acquisition, mais il est sur la gestion derrière et l'anticipation des problèmes qu'il peut y avoir. Moi, quelqu'un, par exemple, qui me dit je veux faire de la location courte durée, je lui dis OK, ou de la colocation, je lui dis OK, attention, il faut que tu mettes ça en place, ça en place, ça en place avant de démarrer ton projet. Comme ça, au moins, tu es sécurisé sur la partie juridique, sur la partie fiscale, etc. Et après, c'est bon, tu peux lancer ton projet. On ne vient pas leur dire il faut absolument faire un immeuble, il faut absolument faire la location courte durée. C'est plus, OK, tu souhaites faire un projet comme ça correspond à ta stratégie. Par contre, fais attention à ça, à ça, à ça pour ce projet-là. C'est sûr. Tout à Je fait. te rejoins à 100%. Je partage. On a fait le tour avec Joris. En tout cas, c'est impressionnant. Merci pour tout ce partage de valeurs, Joris. Et comment les personnes peuvent te trouver pour te contacter, pour l'accompagnement? Est-ce que si tu as des liens, n'hésite pas à nous les partager, comme ça on les partage en bas de cette vidéo. Ou bien est-ce qu'ils te contactent directement sur Insta? N'hésite pas à nous partager les différents accompagnements que tu as et aussi comment on peut te contacter. D'accord, ben, comme tu disais, principalement aujourd'hui sur Instagram, donc objectif épargne immobilier. De toute façon, tu mettras le lien. Ça risque de changer aussi dans les prochaines semaines. Il y a des choses qui sont en train de changer aussi là-dessus. Donc voilà, un petit teasing, mais on est en train de refaire énormément parce que ça fait 1 an aujourd'hui, pile poil 1 an que je fais du coaching. C'est quelque chose, même avant, j'étais formateur dans mon travail, donc c'est quelque chose qui m'a toujours passionné de transmettre. Et aujourd'hui, je vois les résultats des premières personnes que j'ai accompagnées. Je vois que ça fonctionne. Je vois maintenant où ils en sont, même après l'accompagnement. L'accompagnement dure 6 mois, donc maintenant, ils ont même certains 6 mois de plus où ils ont continué sur leur poussée et leur lancée. Et donc, ça fait plaisir de faire évoluer des personnes. Je pense qu'on a la même ambition de pouvoir aider à faire évoluer ces personnes-là. Donc voilà, je suis en train de beaucoup restructurer tout ça. Donc les gens peuvent me contacter sur Instagram directement avec le lien que tu mettras et qu'ils n'hésitent pas à prendre contact et on pourra discuter. La première chose que je fais avant l'accompagnement, en fait, on s'appelle et on voit si réellement je peux aider la personne. Si la personne est en situation de pouvoir investir et si l'accompagnement est fait pour elle ou non, puisque moi, l'objectif d'accompagnement, c'est d'aller tendre vers du 100% de résultats sur le passage à l'action. Je prends que 3-4 personnes maximum tous les mois. Et moi, l'objectif, c'est vraiment quelque chose de qualitatif et de me dire, si je sais que je suis pas à même de pouvoir aider la personne parce qu'elle n'a pas encore la bonne situation, parce qu'elle n'a pas le bon état d'esprit aussi, et certains, c'est pas forcément évident d'avoir cet état d'esprit-là. Je le dis et je suis honnête parce que je préfère ne pas prendre la personne que la sélectionner et au final, elle n'y arrive pas parce que elle n'était pas dans le bon mood ou quelqu'un qui a énormément une grosse charge de travail sur le prochain mois de son salariat, mais on va peut-être décaler d'un mois, on départera un peu plus tard. Non. Ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on fait du coaching, l'accompagnement, mais qui pour moi n'est pas mon vecteur principal, on va dire, de financier de revenus. Ça reste toujours l'immobilier, ça le restera toujours, mais c'est plus de se faire plaisir et de se dire, ben, je préfère ne pas prendre une personne ou sélectionner les personnes qui rentrent pour qu'on ait un groupe harmonieux
et que chaque personne puisse les accompagner individuellement et puisse passer concrètement à l'action. Ouais, c'est bien d'avoir cette optique-là, qui n'est pas le cas de tout le monde. Ce n'est pas le cas de tout le monde et je pense que c'est un peu pour ça qu'on est aligné là-dessus. On le fait parce que ça nous plaît. On sait que si dans 6 mois, ça nous plaît plus parce que les mentalités changent, parce qu'on a d'autres objectifs de vie, on peut l'arrêter du jour au lendemain. Et en fait, ça se ressent. Les gens qui me contactent me disent, ça se ressent que tu es pas là pour vendre, en fait. Et c'est vrai qu'on n'est pas là pour vendre, on est juste là pour. Moi, ce qui me frustre, c'est voir des personnes qui disent, ouais, je vais faire tout seul. Et puis dans 6 mois, alors c'est bon. Ouais, alors en fait, c'est un peu compliqué, mais je vais faire tout seul. Ok. Et dans 6 mois, ah non, mais ouais, mais en fait, là, ton taux, il a fait x3. Et on sait que grâce à l'expérience qu'on a avec ce qu'on a, et même maintenant l'expérience qu'on a en termes de coaching, parce qu'on prend l'expérience, moi, tous les mois, j'apprends sur le coaching, je m'améliore, j'améliore mes méthodes de transmission. Ben, en fait, de plus en plus rapidement, on arrive à faire passer les gens à l'action et se dire, si tu venais sous mon aile pendant 2-3 mois, je suis sûr que ça y est, tu as ton offre d'achat contre-signée et tu es parti sur les bonnes bases. Mais voilà. Je dis, on n'est pas là pour vendre, on est vraiment là pour montrer ce qui est possible de faire. Et si l'accompagnement, la formation sert à avoir des connaissances, de comprendre ce qu'on fait. Pour moi, l'accompagnement, je sers vraiment d'accélérateur et de rassurer. Tout ce que j'apprends, les gens pourraient l'apprendre, pourraient le faire par eux-mêmes, petit à petit, etc. Mais certains profils ou certaines personnes qui veulent aller plus vite vont avoir besoin de ce donateur et de cette accélération dans leur projet. Là, c'est sûr. Accompagner, on va beaucoup plus vite. On gagne du temps. Et personnellement, je me fais accompagner depuis le début sur la partie coaching. Moi, partie développement de business, la partie coaching, etc. Dès que je me suis mis ça en place, j'ai fait des premiers tests, j'ai mis ma structure et rapidement, je me fais accompagner également et je vais continuer de me faire accompagner parce que en fait, on se rend compte que ce soit dans l'IMO, dans le business, on n'a plus de limites et c'est ça qui est satisfaisant. Moi, je suis quelqu'un de, on va dire, très ambitieux et je me dis au final, tant que je peux, autant que je continue. Et dans 3 ans, comme tu dis, quand on aura des enfants, de la famille et qu'on a envie de lever le pied, on pourra lever le pied. J'ai envie de partir 6 mois à l'étranger, on pourra le faire. Mais autant de profiter maintenant de tout ça et de lancer tout ça. Bravo. Merci beaucoup. C'est top. Ouais, très contente d'avoir fait cette interview avec vous. Très plaisir aussi, c'est franchement d'avoir fait cet angle-là, cette nouvelle vision, c'est très intéressant, ça change et je pense que les personnes vont bien se reconnaître, s'identifier sur que ce soit le profil débutant, le profil un peu plus avancé qui se dit ok, je fais quoi maintenant et voilà, de toute façon c'est top de pouvoir partager ça et pouvoir montrer la réalité. De toute façon, on se rejoint là-dessus à montrer la réalité. C'est ça. Le quotidien, le terrain. Ouais. Les choses qu'on doit mettre en place. Ouais. Ah, Mani. C'est clair. On avance, on fait de notre mieux, on avance, on apprend. Et comme tu as dit, Joris, on évolue au fur et à mesure qu'on apprend des choses. On se dit, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre à apprendre? C'est tellement riche ce secteur. Joris, je te coupe juste là. Pensez pour ceux qui nous écoutent, dans la partie évolution, dites-vous déjà chaque erreur, chaque problème que vous rencontrez, dites-vous comment les anticiper pour une prochaine fois. Et le côté entrepreneurial m'a appris aussi à évoluer dans l'immobilier, dans le sens où je me dis, à chaque fois que je réalise une tâche, comment je pourrais ne plus avoir à la réaliser ou avoir à la réaliser plus rapidement. Et notamment pour la partie gestion locative, en fait, ça nous a permis aujourd'hui de pouvoir gérer plein de biens un peu à distance sans nous prendre 3 heures, 4 heures par semaine. Et donc, dites-vous juste chaque tâche que vous faites, comment je peux réduire le temps que j'y passe, donc l'automatiser un petit peu, la déléguer potentiellement si c'est quelque chose qui vous plaît pas du tout, ou du coup ne plus avoir à la refaire plus tard parce que vous avez anticipé le problème au plus tard. Tout à fait d'accord avec toi. On y travaille tous les jours avec ça. C'est plus d'accord. Ok. Et tu aurais une petite astuce à partager
qui te simplifie la vie? Qui me simplifie la vie. Alors moi, Voilà, ou moi, je suis un grand fan d'Excel. ouais, Un oui, on grand a fan tous des d'Excel tableaux et Excel. c'était mon métier. Bah, je pense qu'Aline, toi aussi, mais c'était mon métier de gestion financière des projets. Quelque chose qui me facilite la vie aujourd'hui, c'est d'avoir des fichiers de suivi. En fait, c'est de prendre le temps, et je le fais pas assez. Et tu vois, je suis en train de tout refaire sur la partie business. Mais sur l'immobilier, c'est d'avoir des endroits. Moi, je travaille avec Google Drive parce qu'en plus, je travaille avec mes parents, donc on est beaucoup, il faut partager les fichiers, etc. D'être très organisé, de se dire chaque info, par exemple, j'ai des factures, etc. Même si c'est une fois par mois, je les prends, je les scanne et je les classe dans les dossiers. Je prends un contrat d'assurance habitation, je mets un dossier assurance habitation, je mets le contrat. Pourquoi? C'est se dire que si à un moment donné, j'ai besoin d'une info, d'un document, en 5 minutes, je sais où elle est, je sais où elle est classée. Ça prend du temps au début, c'est comme tout en fait dans l'organisation, c'est au début le setup, la mise en place qui prend du temps. Et après, derrière, vous remercierez derrière. Sur la gestion un peu comptable aussi, pareil, d'avoir un peu tout classé. Moi, aujourd'hui, ma déclaration d'impôt prend 10 minutes. Mais parce que je sais où aller chercher l'info, j'ai mon template le même que l'année dernière. Je sais, OK, ça, je dois remplir dans la case 5HA. Ça, je dois remplir dans la case TAC. Et voilà, dans tous les domaines, notamment sur l'immobilier, parce que vous allez cumuler du salariat, de l'immobilier au début, de la vie perso, un peu tout mélanger. Faites-vous des dossiers clairs, des devis que vous allez recevoir, des factures que vous allez recevoir, des plans, des archives, etc., vos analyses immobilières. Comme ça, à un moment donné, si vous avez besoin de revenir dessus, vous savez où c'est, vous savez comment c'est. Très bonne astuce. Ça va aider plein de personnes. Et surtout, je rejoins Joris dans ça. Tu as reçu le contrat d'assurance directement, tu fais la tâche directe, tu le télécharges, tu le mets directement dans le dossier dédié. Et en fait, d'avoir cette automatisation, ça t'épargne ce côté de chronophage quand tu auras besoin d'aller chercher. Il est où ce contrat? Et après, en ce moment-là, de faire le dossier. Et c'est vrai, je te rejoins parfaitement sur ce point-là et de retrouver tous des dossiers bien rangés. Même si au fur et à mesure qu'on structure et qu'on augmente en société, c'est pas évident, mais ces petites tâches au quotidien, ça pourra nous éviter ce côté chronophage. Est-ce que tu as un livre ou bien une citation à recommander ou à partager à nos auditeurs? Alors, pour le livre, moi, je suis tombé fan de la semaine de 4 heures. Et donc, du coup, c'est bien parce que ça retombe avec le sujet qu'on est en train de partager sur l'optimisation du temps. Aujourd'hui, je suis dans une phase, du coup, plus business, mais même en fait, business lié à l'immobilier, parce qu'en fait, pour moi, l'immobilier, c'est de l'entrepreneuriat. On crée de la valeur, Et donc, ouais, semaine de 4 heures. Euh, Tellement que je mets beaucoup de temps à le lire parce que je me dis, il faut que je prenne le temps de chaque chapitre, l'assimiler et pouvoir même le mettre en action. Parce que, tu vois, on parlait du mail, la tâche que tu fais directement. Aujourd'hui, je suis en train d'organiser mes journées avec une phase, 1 heure par jour, traitement de tous les mails. Donc, tu as toujours les pièces jointes que tu vas enregistrer, que tu classes, etc. De travailler un peu par phase, d'enlever toutes les notifications quasiment de mon téléphone. Aujourd'hui, je suis en ne pas déranger quasiment toute la journée. C'est difficile pour moi qui suis toutes les 30 secondes sur mon téléphone de faire ça, mais je me rends compte que en termes de productivité, on a beaucoup à apprendre, beaucoup à faire dans tous les domaines, même ceux qui font la cuisine, ceux qui font des activités annexes, etc., en termes de sport, en termes de tout, développement perso. Donc ouais, semaine de 4 heures à recommander à toute phase de vie, que ce soit quelqu'un qui démarre dans l'entrepreneuriat, quelqu'un qui démarre dans l'immobilier, quelqu'un qui en est déjà beaucoup d'immo, à 100%. Très bon livre. Je l'ai lu il y a quelques années, je vais le reprendre. Et qui est-ce que tu verrais après toi? Qui est-ce que tu nous conseilles d'inviter qui peut aider Qu'est-ce que des je gens? conseille? Je pense que je pourrais conseiller Veneta, que je pense que vous connaissez un peu, qui est architecte sur Paris. Pourquoi? Parce que elle a c'est quelqu'un qui a la même vision, le même alignement que nous. Elle a une vision différente de l'immobilier puisqu'elle est donc architecte. Notamment, elle a commencé pour des particuliers, pour des grands groupes. Aujourd'hui, elle travaille pour les grands groupes immobiliers de promotion.
Et surtout quelqu'un qui a créé un peu tout de zéro, hein, qui est à l'origine bulgare, qui est arrivé en France sans rien et qui s'est dit tiens, je vais faire l'architecture, qui a bataillé pour avoir les concours, pour passer les examens, etc. Et qui, dès la sortie d'école, a créé son propre cabinet d'architecture. Donc, voilà. Pour moi, un exemple de bataille, un exemple d'entrepreneuriat, surtout, et quelqu'un qui a le cœur sur la main. D'accord. Bah, merci pour le partage. On va la contacter. Hein, Mani? Eh ben, écoute, je suis déjà sur son profil. C'est Vaneta Vladimirova. Vladimirova, ouais, c'est ça. Ok, ben on va la contacter. Merci Joris. Merci, Ben, Joris. du coup, c'est plein de valeurs. 1h45 déjà. On va essayer un peu de faire un petit montage, mais comme il y avait un petit début. Merci beaucoup pour cette valeur ajoutée, Joris. C'est très riche et certainement on fera appel à toi prochainement pour voir l'évolution de Joris et qu'est-ce qu'il a mis en place en patrimoine depuis. Avec plaisir. Je pense que ça va être intéressant de se dire on en refait un dans 6 mois. Et de voir parce que, en fait, à chaque fois qu'on se voit sur des événements aussi, on se dit, tiens, t'avais prévu ça. On a le chemin et puis on a les bifurcations. Donc, ce qui est important, c'est pas perdre le cap. Exactement. En fait, Voilà. c'est d'avoir cette vision moyen terme, on va dire, et de dire, je veux aller par là. Et le comment, on le fait petit à petit. Et on le fait aussi en fonction des gens qu'on rencontre. Moi, j'ai beaucoup dévié ou repris en fonction des gens qu'on rencontre parce qu'on se dit, tiens, en fait, je pourrais aller plus vite en faisant ça ou je pourrais m'associer sur des choses comme ça. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Bon, sur ces belles paroles, on va arrêter le podcast ici. Merci pour les personnes qui se sont arrivées jusque-là. C'est que vraiment, vous voulez travailler sur vous-même et surtout, vous voulez passer à l'action dans l'investissement immobilier. Et si vous êtes arrivé jusque-là, c'est qu'il n'y a pas de raison. Il faut vraiment passer à l'action. Et on peut vous dire que c'est un très bon domaine et on souhaite que vous soyez piqués comme nous de ce beau virus. Aline, je te laisse le mot de la fin et aussi à Joris et on se voit au prochain épisode. Je rejoins Amani, vraiment super épisode. Tu nous as partagé vraiment plein d'astuces. Toi, j'ai pris des notes. Et très, très bien. Et j'espère que ça va aider plein de personnes. Et on en revient à la base. Pour avancer, il faut passer à l'action. Faut la stratégie des petits pas et le meilleur moment. Maintenant, les gens te disent le meilleur moment pour investir, c'était il y a 10 ans, machin, mais le meilleur moment, c'est maintenant. Et la règle de base qui existait déjà avant et qui est maintenant encore plus importante, c'est de bien déterminer son prix d'achat. Et puis après, tu trouves des solutions. Voilà. Exactement. Ouais, pour résumer, tu l'as dit, c'est anticipez pas les questions, les doutes que vous allez avoir parce que vous en aurez. Juste dites-vous que l'immobilier, oui, c'est un très gros levier d'enrichissement sur la durée. Donc, lancez-vous, fermez un peu les écoutilles, formez-vous, mettez-vous dans un bon entourage, dans un bon cadre et commencez à investir maintenant. Et on en reparle dans 2-3 ans. À bientôt. Merci. On espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un 5 étoiles, pas moins, et un commentaire. Aussi de voir les offres du moment de Amani et Aline dans la description de ce podcast. Et oui, elles accompagnent des gens à passer à l'action. Et je peux vous dire qu'elles sont les meilleures. À bientôt au prochain épisode.